Salutations, bienvenue dans DCP, du ciné et des potes. Votre émission bimensuelle de cinéma avec votre équipe composée de Julien, Fred, Jérémy, Owen et d'un nouvel invité, en la personne de Bobby. Bonjour. Bonjour. Où as-tu trouvé Bobby, Fred? Alors ouais, donc moi je suis le recruteur de DCP et je me suis baladé dans un petit magasin de comics et j'ai vu ce mec un peu dans un coin, vraiment en train de lire une BD. En train de faire des gestes un peu bizarres. Un peu bizarre, oui, pardon, vous pouvez pas me voir, mais je sentais il avait une aura, tu vois. Je le tapote l'épaule, je lui dis bah mec, qu'est-ce que t'es en train de lire? Il me dit ouais, je suis en train de lire Spider-Man, c'est trop bien. Et en fait, il m'a mis des tunnels sur genre 5 heures pour me parler de Spider-Man et je me suis dit ce mec est parfait. Voilà. Ce mec est parfait pour parler de Spider-Man. Tu es parfait. Merci. C'est amazing. Pour le moment, on l'a entendu Et que il m'a 3. capturé. Vraiment, il m'a capturé, ils m'ont traîné ici. Mais t'es content? Totalement content. Bobby est présent car c'est un fin connaisseur de comics et qu'on va parler de Spider-Man Brand New Day, le retour du Spidey de Tom Holland après No Way Home et ses allures de recommencement à zéro. En rattrapage, on aura de la comédie française qu'on m'a vendu comme un des trucs les plus drôles de la décennie. Premier degré. Jérémy et Fred ont vu I Want Your Sex. Ça va un peu trop vite entre nous pour que tu me demandes ça. Ah tu sais, Jérémy. Pardon. C'est déjà la 4ème saison, quoi. Il y a une love story qui s'installe là. À la fin d'une 3e saison, des fois, oui. Et je l'ai pas dit, mais en fait, oui, c'est le dernier épisode de la saison 3 de DCP. Après cet épisode, on prend des vacances et qui dit dernier épisode dit chiffre bilan. Oui, c'est conséquent comme tous les ans. Voilà, et mon jeu préféré, les meilleures critiques de Letterboxd de cette première moitié d'année. Et on conclura avec le Joker de Bobby. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Insta et TikTok et que vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Le MCU aujourd'hui, c'est compliqué. Heureusement, il y a 2 franchises qui continuent de faire venir les gens en très grande masse, Avengers et Spider-Man. 4e film, Spider-Man avec Tom Holland, qui semble revenir aux fondamentaux puisque No Way Home a fait oublier à tout le monde l'identité de Spidey, et donc on repart à zéro, ou pas. Salut, je m'appelle Peter Parker. Vous vous souvenez pas de moi, mais on se connaissait. Une catastrophe allait se produire et le seul moyen de l'éviter, c'était que tout le monde oublie mon existence. Parce que je suis pas que Peter Parker. Je suis Spider-Man. 4 ans se sont écoulés, Peter, désormais adulte, vit seul, s'est volontairement effacé de la vie et des souvenirs de ses proches. Luttant contre le crime dans un New York qui ne le reconnaît plus, il se consacre entièrement à la protection de la ville, mais à mesure que les responsabilités s'intensifient, la pression provoque une transformation physique surprenante qui menace son existence, tandis qu'une étrange nouvelle vague de crimes donne naissance à l'une des menaces les plus redoutables qu'il ait jamais affrontées. Alors, mine de rien, autour de cette table, je crois être plutôt sûr qu'il y a 4 bons fans de Spider-Man. Julien, t'es le seul, je suis pas sûr. J'aime beaucoup les films de Raimi. Ouais. Quand j'étais petit. J'adore par contre les Spider-Man Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, pour le coup ça j'aime beaucoup. Et après pour le reste le MCU de Spider-Man je trouve ça très moyen. Et le Amazing j'ai vu il y a longtemps, j'en garde un bon souvenir. Non, je pense qu'il y a 5 vrais fans de Spider-Man autour de cette table. Oui. Bah oui, quand même. Bah, j'ai l'impression qu'en plus, ce que disait Julien, c'est que beaucoup sont fans de par Rémi, non? Je sais pas, pour toi, Bobby. Quasiment, même moi, tu vois, genre les comics, c'est parce que j'ai regardé Rémi, j'avais 3 ans, quoi. C'est un peu comme tout le monde, je pense. Bah ouais, c'est un peu notre... Même au-delà, je pense, de notre approche de Spider-Man, c'est notre approche au cinéma hollywoodien de films de super-héros. Genre, il y a eu X-Men et Spider-Man quand on était enfant. Spider-Man est un peu plus attachant, je pense, coloré. C'est les deux qu'on définit le genre, ouais. Ouais. Et c'est un peu le héros qui est le plus facile à s'identifier finalement, Spider-Man, avec Peter Parker qui a vraiment ce côté monsieur tout le monde. Tout ça pour dire que vous avez des bandeurs de Spider-Man, mais qui savent pas trop quoi faire de ce film. Bah attends, on va avoir nos avis. Bah allez-y. Si, je peux commencer si tu veux en disant que quand même je trouve que c'est un des films les plus frustrants que j'ai vu depuis longtemps, parce que tu sens que le film, il a des bonnes idées, il les a, elles sont montrées, mais il manque un truc pour que ça atteigne le parfait qu'il veut avoir. Moi je pense pas que ça manque d'un truc, c'est que c'est un peu simple ce que je veux dire, mais ça reste un film du MCU, ça reste un film qui doit cocher des cases, ça reste un film qui fait 2h20 alors qu'il devrait en faire plutôt 1h40 tellement les choses sont rallongées. Moi, honnêtement, j'ai apprécié, comme tu dis, il y a des bonnes intentions et des choses que je suis content que j'attendais dans ce film, mais je trouve que le film passe son temps des fois à expliquer des choses qui servent à rien, quoi. Bah, de toute façon, je pense que c'est la grande tare des films Spider-Man, mais moi, que j'appliquerai à tous les films du MCU, qu'aucun film n'arrive à se suffire à lui-même, puisqu'il faut toujours teaser les prochains films, préparer la Doomsday. Néanmoins, je trouve qu'on peut dire que le MCU a enfin fait un bon Spider-Man. Honnêtement, contrairement aux trois premiers, je trouve que le spectacle est au rendez-vous, les scènes d'action sont très bien, et le côté beaucoup plus mature, et le fait qu'il y ait une vraie direction artistique pour le coup, j'ai vraiment l'impression de voir un Spider-Man
je trouve que ça en fait un film plus que correct, très sympathique. Je rebondis là-dessus, c'est la plus grande lacune du film, c'est que c'est la suite du Spider-Man du MCU qui doit du coup, pour réintroduire un contexte de Spider-Man un peu plus normal, parce que le MCU c'était pas un Spider-Man normal, c'était un Spider-Man qui était entouré de plein de super-héros et qui était toujours imbriqué avec les aventures des Avengers, il perd trop de temps en fait à nous rappeler que Spider-Man c'est juste un mec à New York quoi, et pas un mec qui va à Londres, qui s'embrouille avec le multiverse, c'est un peu plus terre à terre quoi. Mais en fait, c'est le même sentiment là que tu viens de décrire par rapport à la place de ce Spidey dans le MCU, Fred. C'est-à-dire que moi, les films du MCU, je les ai rattrapés un peu quand la hype était terminée, genre vers 2021. Et vraiment, pour moi, genre 80% des films sont mid ok. Bon, les Spider-Man de Tom Holland, pour moi, c'était mid moins. Même s'il y avait des choses que j'aimais bien un petit peu, je trouve que Tom Holland, il est quand même très attachant. Mais ce Brand New Day, pour moi, il est dans cette catégorie du mid ok, quoi. C'est-à-dire que je l'ai vu hier, je l'ai déjà plutôt oublié, en fait. Tu trouves pas quand même qu'il y a un gap entre Brand New Day et le dernier, ou même le 2 qui est... Il y a un gap, c'est sûr. Mais en fait, pour moi, il est au niveau un peu des Amazing Spider-Man, mais même pour lesquels j'ai plus de tendresse aussi. Bon, après, je les ai vus un peu plus jeunes, mais... Là, franchement, ce film est passé au-dessus, quoi. C'est quand même beaucoup plus inspiré que ce qui a été fait avant avec John Watts. Visuellement, juste. Non, mais je suis d'accord. Les scènes d'action, tout ça, c'est. Toutes les scènes d'action sont lisibles, en fait. Et même pas que ça. Même New York a une âme qu'il n'y avait pas du tout dans la trilogie de John Watts. Tu vois, il n'y a rien du tout. Visuellement, un petit peu, mais après, je trouve que les habitants de New York, on n'en parle pas. Enfin, il se passe pas grand-chose dans ce New York-là. Pas directement des habitants, mais on parle quand même des acteurs de toute sa carrière de super-héros. Quand même, il y a même si c'est un petit peu survolé, toute sa relation avec la flic, Jane D. Wolf, du coup. Et, En même temps, moi, j'ai bien aimé les relations qu'il avait avec les personnages, mais je trouve que des fois, c'est trop simple. C'est par exemple, moi, je trouve que le Punisher, quoi, c'est quand même un personnage qui... Moi, j'ai beaucoup suivi Punisher grâce à la série Daredevil. Et ils ont des liens assez forts quand même avec Daredevil, mais jamais le Punisher s'est autant montré faible et émotionnel avec le Daredevil. Là où Spider-Man, je sais pas, ça évolue hyper vite. C'est ce que j'avais demandé du coup au début, c'est qui a vu ici Daredevil de Netflix et du coup Born Again, et il y a eu un spécial sur le Punisher. Peut-être toi tu l'as vu sur le... J'ai vu le Punisher, la série un peu, ouais. Mais t'as pas vu le spécial qui est sorti Non. Bah du coup parce que le film a quand même beaucoup de liens avec toute cette partie-là du MCU, mais en même temps on l'évoque quasiment jamais. Le seul truc c'est qu'on a le Punisher, comme il y a pas de... On parle jamais de Daredevil, on parle jamais de vraiment de ce qui s'est passé, on réintroduit un peu, mais c'est vrai que ouais, il a jamais été aussi... Puis comme je disais tout à l'heure, paradoxalement, pour un film qui traite de la solitude, c'est le seul film Spider-Man où le cast est aussi gros. Oui. Genre où il a autant de relations quoi. Mais tu vois, moi, je le connais pas, ce Punisher-là, par John Bertal, mais je l'ai bien aimé. Et j'aime bien les Je pense interactions. que c'est vraiment une adaptation de ce qu'ils avaient fait dans la série animée de 94 où c'était un peu plus goofy quoi. C'est une série animée pour enfants, ils pouvaient pas tuer de gens. Là on le voit pas tuer, on le voit tenter de tuer des gens sans spoiler, mais on le voit jamais vraiment. Moi, j'aime bien juste les interactions que les personnages ont entre eux. Et en fait, je crois que c'est tout ce que j'aime vraiment bien dans le film, c'est quand Peter parle avec MJ, Peter parle avec le Punisher. J'aime bien. Voilà, pour continuer sur le fait que Fred trouvait des trucs trop simples, enfin que le film a un côté trop simple. Oui, les questions qui sont posées par certains événements qui lui arrivent, ils sont réglés trop facilement. En fait, il y a des Deus Ex Machina de tout le temps. Je vais aller voir tel personnage. Mon IA elle m'aide vachement bien. Je suis censé être à la dèche, mais franchement j'ai quand même une sacrée panoplie dans mon grenier. Je sais pas, il est censé être quand même plus à la dèche que ça, j'ai l'impression. Ouais, après tu vois, ça m'a pas vraiment choqué parce que comme on disait, le film doit cocher ses cases, mais tu parlais par exemple du Punisher, d'un côté le film se veut plus mature, il arrive quand même à être comique, mais sans tomber dans le nanardesque que pouvait être le 3 par exemple avec les deux autres Spider-Man qui se ramenaient. Ah oui, le No Way Home. Oui, la scène d'étoile d'araignée par exemple, pour ceux qui s'en souviennent, qui était d'un ridicule assez fort. Là je trouve qu'il tombe pas là-dedans et je trouve que le film, certes il fait une narration qui est déjà ultra connue, je semi-spoil, mais en gros l'ennemi que tu crois être l'ennemi n'est pas vraiment l'ennemi. Mais le MCU, il y a quelques années, il t'aurait tellement bouclé ça sur ça et c'est fini. Et non, le film te rajoute une dernière grosse demi-heure et ça, je trouve ça plutôt cool de faire ça. Puis il fait quand même des petits plot twists là où ça peut paraître simple, genre le retour entre Zendaya et Tom Holland. Et il y a quand même un petit effet dramatique derrière que j'aime bien. Pour revenir à ce que Jérémy disait, c'est vrai qu'un truc qui était attendu au tournant avec ce Spider-Man, c'était qu'il devait enfin être seul et pas avoir vraiment d'aide. Il devait plus avoir d'oseille, il devait être en galère, payer son loyer, tout ça. Et c'est vrai que c'est un peu balayé très vite au début du film. Donc on perd ce côté-là que justement je reprochais à The Amazing Spider-Man, c'est qu'il a pas de galère d'argent et qu'en soi il a pas vraiment de problème dans sa vie personnelle, c'est que tout est réglé quoi. Il est intelligent, il a construit son IA, il a ses ordis, mais ça va, le film se rattrape quand même du côté des relations parce que Spider-Man c'est avant tout genre
une histoire avec beaucoup de persos secondaires, c'est genre la force du personnage, ça compense assez. Voilà, d'où la frustration que j'ai envers le film en fait, parce que tu sentais qu'il avait envie de traiter ces trucs-là, mais le réal ou les scénaristes, mais par contre les Marvel leur a mis les menottes et on leur a dit bah non, faut que vous nous intégrez tel personnage, faut que vous fassiez tel arc, et etc. Mais en fait, ce qu'on aime Ce qui est dommage. ce qu'on aime tant chez Spider-Man de manière générale, c'est voir la difficulté que Peter Parker a à gérer son alter ego dans sa vie de tous les jours. Et c'est le cœur principal de Spider-Man 2 de Sam Raimi, aussi du 3, mais un peu plus brinque-ballant. Même de Spider-Man en général. Hein. Bah voilà, et là en fait, tu l'as quand même ce truc-là dans le film, c'est-à-dire que Peter Parker, il passe son temps à rentrer chez lui, il est amoché, il est plein de bleu, tu vois. Tu as quelques éléments c'est quand même compliqué d'être Spider-Man et Peter Parker à la fois, et ça a toujours été ça, Spider-Man. Après, je trouve pas non plus que ce soit traité d'une manière plus nouvelle, plus neuve qu'on l'ait vu auparavant, et c'est un peu le souci du film, c'est que c'est le 9e film Spider-Man en live action, 10e, il y en a 4 Tom Holland. C'est le 10e. Ah non, c'est le 9e, pardon, il y a pas Ça fait beaucoup, tu vois, et autant, ceux de Sam Raimi, on est très indulgents parce que c'était nouveau et on n'avait jamais vu ça, forcément, on était enfant en plus. Je suis un peu plus conciliant parce que le film, il arrive après la bataille et il a besoin de trouver des nouvelles idées. Il peine à en trouver quand même, mais ces choses-là, on les a déjà vues en fait. Je suis d'accord que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais c'est quand même aussi la plus grande force du film, c'est le miroir qu'est fait avec Spider-Man 2, c'est qu'au lieu de juste repomper Spider-Man 2 et tout le dilemme entre Peter et Spider-Man, où justement il étouffe la partie Spider-Man pour devenir que Peter Parker et il perd ses pouvoirs, là c'est l'inverse. Genre il étouffe Peter Parker et ses pouvoirs deviennent incontrôlables. Je trouve que c'est bien traité, ça, c'est pas nouveau, mais c'est bien utilisé, et pour le MCU, il y a enfin un traitement qui ressemble à quelque chose, quoi. Juste pour rebondir, je trouve que l'utilisation de Hulk, c'est pour parler justement de toute la partie mutation et monstre. C'est justement pour évoquer ça. C'est pas très très bien fait, mais c'est pas déconnant qu'il soit là, quoi. Ouais, mais tu vois, je trouve que ça marche bien parce que le nombre de fois où on se tape des personnages qui sont là pour être là. Là, Hulk, c'est ça, t'as toute une réflexion sur la monstruosité que t'as aussi avec le personnage de Jean, et ça remet une thématique au cœur de l'histoire. C'est-à-dire que même s'il faut cocher toutes ces cases, comme on dit depuis le début, le sujet central, ça reste Peter Parker, les pouvoirs et la monstruosité la part de monstruosité que ça a en toi. Et idée peut-être pas originale, parce que ça singe pas mal le 2, surtout sur la mise en scène, mais le coup justement de ce taux d'ADN arachnide qui augmente, je trouve ça plutôt intéressant. Tout ça c'est bien, tu vois, mais après moi vraiment le gros problème plutôt à la limite c'est vraiment la longueur. Moi c'est plus ça qui m'a un peu dérangé, c'est que je passe un super bon moment, mais je regardais souvent ma montre et il y a le côté des 2h20 qui sont énormes, et surtout en fait dans le scénario je sens à chaque fois que on a un problème d'un point A, on va à un point B, on va à un point C, on va à un point D, on revient à un point A, et c'est tellement lisible, c'est tellement prévisible que moi ces 2h20 elles ont pas marché sur moi, c'était trop épuisant en fait. C'est pour ça, d'une part tu combines la longueur du film avec ces éléments de scénario simples, malgré toutes les bonnes intentions du film. Encore une fois, le film a des très bonnes intentions. Ça en fait qu'un film oubliable en fait. Et juste pour revenir sur la comparaison avec le Spider-Man 2 de Sam Raimi, j'avoue que la première séquence de poursuite, j'ai eu cette vibe où je me suis dit, tiens, je sens que le film, la séquence veut tendre vers la séquence du train, tu vois, dans le sens où ce truc un peu inarrêtable, un truc inarrêtable, et Spider-Man va faire tout son possible pour essayer d'arrêter le truc, avec des éléments parasites qui arrivent de part et d'autre. Sauf que, non, encore une fois, en fait, il manque quelque chose au film, soit dans sa mise en scène, soit dans ses effets spéciaux, parce qu'en gros, encore une fois, il y a des effets spéciaux, je trouve pas vraiment ouf dans le film, qui font que ça n'atteint jamais la maestria des films précédents en fait. Ouais, mais le film il se compare pas à ça qui est bien par contre. C'est que je trouve pas que le film à un moment il est trop voulu copier d'autres films. C'est ça que moi j'ai pas eu l'impression que le film se tenait face à la trilogie de Raimi en fait. Le réal, j'ai oublié son nom. Daniel Cretton ou Destin Daniel Cretton, je sais pas. Tu vois, j'ai pas l'impression en fait dans ce film qu'il est. On le disait en fait, il a ajouté plein de persos qui servent quand même l'histoire. Je pense pas qu'il soit comparé aux autres Spider-Man. Il sait surtout beaucoup. C'est pour ça que je voulais avoir l'avis de Bobby. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'épisodes de la BD. C'est surtout. Il y a beaucoup d'inspiration de comics, mais il y a aussi beaucoup d'inspiration de. Je sais pas qui l'a fait ici, mais le jeu d'Insomniac sur PS4. Ah oui. C'est vraiment rien qu'au niveau des moves qu'il a en général pendant les combats et tout. Et justement, c'est un truc que je voulais dire aussi, c'est que je crois que c'est la première fois dans un film Spider-Man depuis Spider-Man 3 qu'on a une bonne baston de Spider-Man au corps à corps. Genre vraiment au corps à corps, hein, pas un truc où il envoie des toiles et des objets. Je pense à quelle séquence en particulier celle de la prison. Ah oui.
Même, ça faisait genre depuis Amazing Spider-Man 2 qu'on n'avait pas eu des scènes de voltige. Qui ressemble à quelque Oui, chose. oui, Mais oui. tu vois, le combat par exemple, le dernier combat que j'ai en tête en live action pour Spider-Man, c'est celui entre Peter et Harry dans l'appartement. En soi, on n'a pas eu de vrai combat au corps à corps où Spider-Man fait la bagarre depuis. Ça fait 20 ans quasiment, non? C'est vrai, c'est vrai. Après, tu vois, moi j'allais dire quelque chose par rapport à cette course-poursuite, ou en tout cas, le ton qui est donné de manière générale à ce Spider-Man-là, c'est-à-dire que Spider-Man, mine de rien, en 10 films, et même avec tous les comics, avec les jeux vidéo, avec la série d'animation, il y a à manger et à boire, il y a surtout des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas dans Spider-Man. Toi, Bobby, tu me disais hier que les gadgets chez Spidey, c'est pas trop... Il y a deux trucs qui me gênent vraiment chez Spider-Man. Maintenant, en moderne, c'est l'utilisation des gadgets vraiment abusée. Qu'il ait quelques gadgets de toile, j'apprécie, ça fait quand même... c'est l'identité du perso. Mais quand il abuse un peu, tu vois, genre le gant du Shocker, ça va, il est pas utilisé très longtemps. L'autre truc qui me dérange vraiment avec le Spider-Man moderne, c'est le multiverse. On a trop abusé. Oui, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a bien des manières de dépeindre Spider-Man. Et moi, je sais qu'il y a une manière de Spider-Man que j'aime beaucoup plus que les autres, c'est ce glorieux Spider-Man que tu retrouves dans le tout premier de Sam Raimi, avec cette musique de Danny Elfman. Voilà, c'est ça qui m'inspire dans Spider-Man. Et moi, Tom Holland, je l'aime bien, il est mignon, mais je le trouve goofy, maladroit, qui fait des petites gamelles. C'est rigolo, mais c'est Après, c'est pas, dans, c'est pas ce qui me... c'est dans Laissez-moi l'esprit. finir. C'est pas ce qui me transporte, quoi. Je rebondis une demi-seconde, juste c'est vrai que la musique du film est très oubliable. Ça, c'est dommage parce qu'en vrai, il y a des scènes d'action qui auraient gagné à avoir une bonne musique. Je sais pas, je crois que c'est encore Giacchino qui. Ouais, Oui. toujours, si. Mais c'est dommage qu'il a pondu des trucs bien meilleurs que ça. C'est dommage qu'il ait pas réussi à surpasser au moins pour celui-là parce que le MCU, globalement, Spider-Man, le thème est pas oubliable, mais il est pas entraînant, quoi. Non, mais je trouve que tu parles du côté goofy de Tom Holland, mais en soi, Tobey Maguire, il a aussi, pas quand il a le costume, mais quand il est en tant que Peter Parker, Oui. il est assez rigolo de Bah lui-même, ouais. parce qu'il est assez... enfin, je pense par exemple aux scènes de pizza dans le Spider-Man 2, tu vois. C'est un galérien. Oui, mais la balance entre les deux, elle est là. Moi, la seule scène que j'ai de Goofy de Tobey Maguire, c'est dans le 3, tu vois. La danse. Non, mais ça, c'est quand il est Peter, mais genre quand il affronte l'homme sable et qu'il se fait déboîter et qu'à la fin, il retire ses chaussures en se disant, mais d'où ils sortent? Ouais, mais tu vois, même chose, c'est le vrai problème. Moi, j'essaie un peu d'aller au-delà de ça, mais j'ai l'impression qu'on est quand même tellement attaché à cette trilogie de Raimi qu'on va constamment comparer. Bah, on est biaisé, hein. On est biaisé complètement. Donc c'est pour ça que là, Bah, je sais pas, moi, quand j'imagine Spider-Man en dehors de Raimi, pour moi, en ayant lu quelques comics, en ayant vu d'autres films, les jeux vidéo, la série animée qui est géniale, j'en avais parlé avec Bobby, je pense que le côté goofy, un peu bébête, un peu jeune, non, je pense pas que ça soit quelque chose qui l'est pas, Spider-Man, normalement. C'est quand même quelque chose qui est assez récurrent, mais c'est vrai que pas à ce moment-là. Après, pour revenir à ce que tu disais sur les comics, il y a un truc qui m'a un peu dérangé au tout début, c'est vraiment la séquence d'intro où il y a le montage, où on voit qu'il a tapé 10 vilains, tout ça. C'est qu'ils ont fait une succession de covers et de planches de comics qui sont connus, mais en mouvement, et c'est très bizarre, les effets spéciaux sont vraiment pas beaux. C'est un passage qui m'a... Je crois que le seul passage intéressant de cette séquence, c'est une espèce de bagarre sur un toit, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à ce que Insomniac a fait. C'est jamais qui m'avait souligné Ouais. ça. Enfin, il y a d'autres trucs, il y a 2-3 planches qui sont iconisées, 2-3 planches. On peut spoiler ou pas? Non, pas encore. Vas-y. À la fin, quand le Punisher l'amène à l'hôpital, c'est une planche très connue de Spider-Man. Oui. Mais soit pour les comics, il y a une bonne inspiration, de grands arcs, mais c'est pas non plus... Enfin, ça reste quand même le Spider-Man du MCU, c'est-à-dire que Oncle Ben n'existe pas, il est pas tant galère que ça, bon. Et il y a quand même beaucoup de... Après, du coup, tu as cette réminiscence de Tante May qui revient. Mais par exemple, on parle en mise en scène, mais moi je trouve que le personnage de Jean, son pouvoir, il est très cool visuellement. Cette succession de personnes qui tombent, qui se relèvent, et même la grosse séquence de fin, ce gros flashback où elle prend la place de Tante May pour être avec Peter, tu vois. J'ai l'impression que c'est des trucs que tu n'aurais pas eu dans le MCU avant. Et alors, ma réflexion est peut-être un peu bête, mais c'est peut-être le MCU a tellement été habitué à faire des trucs très standardisés que ça rend... C'est pas que ce film est excellent, mais le fait que ce film tombe pas dans les travers des anciens, ça le rend un peu meilleur, sans être excellent, mais au moins, c'est notable. Pour moi, tu vois, le fait d'avoir rappelé Marisa Tomei pour refaire des scènes, c'est un aveu d'échec. C'est la quintessence de tout ce qui va pas dans ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent de faire un Spider-Man qui se détache de tout ce qui a été fait avant, mais ils sont obligés de revenir sur ce qu'il a fait, en fait. Tu vois, alors que pour moi le film aurait dû aller de l'avant. Si on t'appelle le film Brand New Day, si c'est pour te dire que le Brand New Day, bah en fait ça sera dans le film d'après, bah excuse-moi, il y a un truc qui va pas. La réaction que j'ai eue quand j'ai vu Captain America dans le trailer de Doomsday, hein. Du coup, moi, pour rebondir, le seul truc qui m'a vraiment énervé dans le film, c'est toute cette histoire autour du sort qui, du coup, a touché MJ et Ned, donc qui sont ses deux potes. Pendant tout le film, on nous fait miroiter que peut-être c'est fini. Et au bout d'un moment, le film assume qu'au final, oui, c'est vraiment fini. Genre, elle retombera pas amoureuse et c'est réglé. Genre, vers la moitié du film, à peu près, on nous dit c'est bon, c'est scellé. Et à la fin, on se laisse la porte ouverte quand même en mode
ça pourrait revenir, quoi. C'est pas... Et je trouve que ça gâche vraiment le message du film qui est en mode il passe enfin à autre chose, mais du coup, bah là, il va pas de l'avant, quoi. C'est quoi ta critique Letterboxd, Fred? J'allais dire exactement ça. Ma critique Letterboxd, c'est move on, bro. C'est exactement ça, c'est vraiment Et passe en à autre fait, chose, quoi. moi, pendant tout le film, j'étais un peu en mode, non mais, je sais que Zendaya, elle a en même temps une persona qui est immense. Et en fait, je peux comprendre qu'ils veulent faire revenir Ned dans le prochain. Bah, comme on se met à spoiler, bon, moi je pense, ma théorie, c'est que comme Ned, on l'avait appris dans No Way Home, c'est une espèce de mage. Il y a moyen que ça le devienne un petit sort- vilain ou un truc. Un vilain, et même que le sort ne l'ait pas touché, Parce qu'ils peuvent se rappeler que Ouais. Peter Parker est Spider-Man. Mais Zendaya, donc MJ, je vois pas quel est l'intérêt. Sauf qu'au moment où on apprend que c'est bon, move on, elle est passée à autre chose, c'est terminé, j'étais vraiment choqué. Moi je pensais pas qu'un film comme ça allait faire ça. Tu vois, il y a deux possibilités à la fin, c'est que soit il se garde vraiment la porte ouverte, enfin, soit vraiment Ned s'en souvient et du coup on fait sauter le sort et c'est réglé, soit c'est en mode ah oui, MJ m'a dit que Peter, du coup il dit Peter à la fin, et genre tu sais, il se garde vraiment juste l'option parce qu'ils savent pas Oui. encore ce qu'est le branlé du 5. Mais tu vois, je sais Et- pas ce qu'ils vont faire pour la suite parce que s'ils reprennent Zendaya et donc l'acteur qui joue Ned, c'est comme on disait, c'est un peu un aveu d'échec. Ouais, C'est c'est qu'à la vrai. fin on te dit bah non, mais elle est plus amoureuse de toi, mais en fait à la fin elle te dessine, elle dit regardez, vous êtes super beaux les gars, le pouvoir de l'amitié gagne. Enfin en fait, je sais pas trop où ils veulent se mettre. C'est à la fois un aveu d'échec et en même temps ça empêchera aussi de renouveler le cast, alors que c'est ça qui est intéressant avec ce Spider-Man, c'est que là on l'a suivi, ça fait 10 ans qu'on le suit, quoi. Tu peux renouveler un peu son C'est cercle vrai que le social. trio est quand même très Il y a un fort. truc où, Genre, tu peux introduire Gwen Stacy dans l'univers. bah, non, je- dans son immeuble, il y a pas une blonde qui. Bah oui, voilà, C'est c'est la ça, blague, j'ai c'est vu, la ouais, blague, c'est- c'est clairement la blague, c'est qu'en fait ils s'en foutent de Gwen Stacy. Non mais en vrai le trio Zendaya, Ned, j'ai oublié son nom, je suis en bâtard, mais bref Zendaya, Tom Holland et tout, ça reste quand même que en dehors de ces films, Tom Holland et Zendaya sont mariés. Il y a un trio qui est très très Je fort. pense qu'il y a- et donc il y a ils toujours veulent la pas, ils veulent pression. pas briser ça. tu Bah, il vois. y a la pression aussi des réseaux, c'est que les gens veulent qu'il y ait le duo sur le tapis rouge et que. C'est ça. Move on, bro. Move on, bro. Bonne transition, move on. Ouais, parce que, est-ce que vous voulez encore parler bien des choses sur Spider-Man ou est-ce que on passe à autre chose? Non, c'est bon. Move on. On Move the on chiffres. On the numbers. Spider-Man Brand New Day, c'est un budget de 225 millions de dollars. Donc au moment où on enregistre, on a donc que le premier jour France, mais les chiffres sont assez conséquents et on s'attend à ce que le premier week-end soit conséquent en général. Donc pour le premier jour en France, qui était donc celui du 29 juillet, il a fait 650 130 entrées. C'était bien évidemment le premier des nouvelles sorties du jour, le premier démarrage de l'année et même le 10e meilleur premier jour de tous les temps, prenant la place de Star Wars épisode 3 et donc se place juste derrière Avengers Endgame. C'est dingue, bah, de toute façon on l'a dit, hein. L'essence était toute complète à Paris. Voilà. C'est une expérience. En ce qui concerne l'estimation pour le premier week-end du box-office US, on serait aux alentours de 280 à 300 millions de dollars de recettes sur le premier week-end, ce qui en ferait le deuxième meilleur démarrage de tous les temps, derrière Avengers Endgame, et donc bien évidemment le meilleur de l'année. Et en ce qui concerne le box-office mondial, on estimerait à la fin du premier week-end environ 800 millions de dollars de recettes, donc encore une fois des chiffres colossaux. Ok, ça m'inspire rien ce Spider-Man, je suis désolé les gars. C'est dur, hein. Ouais, je suis très dur. Oh, il est dur en ce moment. Bah, je suis dur. Tu vas faire tes shorts, toi. Ou sinon, pas de dîner. Pardon. T'es tellement dur, ça fait bouger la table, pardon. Ouais. Et sinon, la... Non, j'ai une transition dégueulasse. Vas-y, allez, s'il te plaît, si. C'est dur aussi de voir Aventure Sexe. Oh, putain. T'as mis la comédie française. Ouais, mais Ouais, la mais- transition avec Aventure Sexe. I want your sex. J'ai honte. Alors, Greg Araki. Greg Araki. Greg. D'ailleurs, moi j'ai un peu rattrapé quelques films à lui pour voir ce film, même si c'est hyper différent de ce qu'il a fait. Moi j'aime beaucoup Greg Araki. En fait, c'est un rêve que j'affectionne parce que il fait partie d'un mouvement dans lequel fait partie aussi Gus Van Sant. C'est la New Queer Cinema. C'est un mouvement dans les années 90 où tu as des réals qui font un cinéma plus indépendant et où ils veulent beaucoup plus représenter des minorités, donc là des minorités LGBT. Et en fait, j'ai découvert son cinéma avec la trilogie de la Teenage Apocalypse. Dedans, vous aviez The Doom Generation, que Owen et moi, même tout le monde a vu, non? On l'a tous vu. On l'a ouais. tous vu, ouais, bah, au Ciné Club. Et Nowhere et Totally Fucked Up. Et ce que j'aimais beaucoup dans le cinéma de Greg Araki, en tout cas dans ses débuts, c'était le côté très carton-pâte, vraiment peu de budget, avec des décors très fluo, très coloré. Il ajoutait beaucoup de références au cinéma de science-fiction, au cinéma d'horreur, c'était très gore. Et en fait, son sujet de prédilection de base, c'est les teenage dramas, c'est de s'intéresser à l'adolescence et à l'identité en fait des adolescents. Et pour moi, je sais qu'il y a une critique qui a été faite à Jim Quinn sur le fait que Jim Quinn, c'est pas un film queer, vu qu'en fait, il parle que des gays, ça on l'a vu après coup, avec même les commentaires, etc. Je trouve que Greg Araki, c'est vraiment un cinéaste queer dans le sens où il va pas forcément catégoriser, il va
mettre en avant plusieurs communautés LGBT, mais il va jamais être en mode à catégoriser. Et je trouve qu'il parle de tout, c'est-à-dire qu'il va faire des films avec des personnages qui performent leur genre, que ce soit des hommes très musclés, très virils, des couples lesbiens, des couples homos, même des troupes, même des couples hétéros. Enfin, il n'y a pas de frontières. Et là, en allant voir Aventure Sexe, j'aimais beaucoup le côté où justement il va passer par... il va aller à contresens de ce qu'on imagine. Vous savez, il y a ce côté un peu d'un patron qui va avoir une emprise sur sa secrétaire. Et là, il inverse les rôles de genre et il s'en amuse et il en fait une comédie. Et ce que j'ai adoré dedans, et on y viendra avec Jérém, c'est le fait que là, Greg Araki, à travers Olivia Wilde, il va surtout faire une espèce de conversation entre l'ancienne génération et la Gen Z. Et c'est hyper marrant parce que je trouve que in fine, c'est très nihiliste, même si c'est drôle. Et je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Juste par rapport à mon rapport avec Greg Araki, c'est... je le connais plutôt de réputation, même si j'ai vu Doom Generation et que j'ai vu White Bird in the Blizzard, je crois aussi. Mysterious Skin Mysterious Skin aussi, oui, bien sûr. Pardon. Moi, en vrai, non, j'en ai vu pas mal. Mais je le connais plus de réputation, tu vois. Et en gros, le film, j'ai eu ce que je m'attendais à voir, en fait. Tu vois, c'est une comédie avec pour thème des éléments sexuels qui m'ont fait marrer, mais parfois je suis un peu en mode, j'ai le droit de rire à ça ou pas. Et c'est ce que j'attendais, et j'ai eu le droit. Mais alors après, quand tu dis nihiliste... Ça l'est moins. Au début, c'est très nihiliste son cinéma. Mais en fait, moi in fine, à la fin de ce film, j'ai l'impression que tu sais, cette sorte de battle entre la vieille génération et la nouvelle qui est justement presque... qui est très brimée, qui va pas explorer sa sexualité, là où l'ancienne explorait peut-être trop. J'ai l'impression que les deux vont vers des chemins qui ne leur permettent pas de communiquer entre eux. En fait, moi, j'ai l'impression qu'à la toute fin du film, c'est te dire, la Gen Z n'arrive plus à communiquer, elle n'arrive plus à s'ouvrir sexuellement, là où l'ancienne c'est trop ouvert et en fait n'a même pas des mesures de consentement avec le personnage de Olivia Wilde. Ouais, mais du coup, à un moment donné, je me suis dit, putain, ça fait quand même un discours vachement un peu de vieux con, parce que Greg Araki, il a quand même quoi, 50-60 balais, je crois. J'étais un peu limite en mode, oh, les jeunes, vous savez plus que vous branlez, vous savez... Alors, j'ai le droit de le dire parce que oui, c'est un peu le ça. film, non, il a le droit. Il est né en 59, 59, il a 70 soixantaine. Ouais, voilà, tu vois. Ouais, mais tu Donc, vois, je trouve qu'il critique les deux points de vue. Il est pas en train de dire, bah moi je suis le meilleur, regardez, j'ai compris. Parce qu'en soi, à travers le personnage d'Olivia Wilde, tu vois très bien que ça va trop loin et que ce personnage est Ah oui, hyper bien toxique, sûr, bien tu vois. évidemment. Donc, je pense que dans les deux cas, c'est parler de l'impossibilité, en tout cas aujourd'hui pour nous, que ce soit la nouvelle génération, l'ancienne, de communiquer réellement à travers le sexe. Et tu vois, ce que j'aime beaucoup dans le film, à un moment, tu as ce personnage de française là, Ouais. Yvette, qui arrive en gros dans le film, bah déjà, on vous parle même pas de ce qui se passe dans le film, ça vous parle d'un stagiaire qui est très malheureux dans sa vie sexuelle avec sa copine Charlie XCX, qui ne joue que des rôles insupportables, enfin vraiment Éruption et Aventure Sexe, c'est vraiment une rôle à chaque fois d'une meuf qui s'en fout de tout, qui genre bref, et il a des relations sexuelles avec sa boss, et c'est au prisme de la domination. Et dedans, à un moment, Olivia Wilde lui dit, bah écoute, j'ai une amie française qui vient, je te donne comme un jouet, va coucher avec elle. Et il va pour coucher avec elle, et en fait, elle lui fait toute une leçon sur l'érotisme, sur le fait que l'érotisme, c'est pas juste de coucher comme des bêtes, etc., mais c'est surtout de communiquer, en fait. C'est ça, de coucher avec quelqu'un. Et je trouve que c'était une espèce d'approche en mode, regardez, c'est ça un peu la solution. Et finalement, les deux, Olivia Wilde et le mec... Hoffman Cooper, merci. Ils arrivent jamais à arriver à ce point d'érotisme dont parle Yvette, tu vois. Oui, non mais t'as raison, hein, mais c'est juste que moi je l'ai plus vu sous le prisme de la comédie et tout ça, et en vrai, ça m'a fait marrer, mais genre j'ai eu ce que j'ai eu, il m'a pas challengé. En fait, j'ai vu du smiley face aussi dans les effets qu'il a fait, voilà, dans les effets qu'il fait. Mais en fait, il a pas ce truc de carton-pâte, comme tu disais, un peu homemade de ses débuts. Et là, tu le sens vachement. Bien qu'il y a des trucs, surtout au début, qui m'ont fait beaucoup rire. Genre vraiment, que le premier carton, ça se passe 9 semaines et demie plus tôt, genre en référence au film 9 semaines et demie. J'étais en mode, bon, vas-y, c'est drôle parce que ça parle un peu de, tu vois, de trucs de sensualité, de trucs comme ça. Mais c'est tout, quoi. Enfin... Bah, c'est drôle parce que si tu veux des cartons dans le cinéma d'Araki, il faut absolument que tu vois Totally Fucked Up, qui s'inspire énormément de Godard. Et en fait, tout le film, c'est presque plus que des cartons que des personnages. Genre avec des titres, etc., des phrases sur l'amour, sur la sexualité. Mais oui, le côté carton-pâte, moi, je trouvais ça dommage, tu vois, la dernière séquence où ça se passe dans l'exposition, il aurait grave pu en profiter pour faire un peu cet effet à la Nowhere, où genre t'as des fonds colorés, bleus, etc. Il va pas trop... C'est vrai que c'est dommage, c'est vrai que tu perds ce côté-là. Après, j'ai pas vu cette dernière prod, mais... Après, le film est coloré, hein. Le film reste coloré. Il reste coloré, oui. Franchement, non, en plus il te fait une narration éclatée au début qu'il essaye de reprendre un petit peu. Tu sens que ça, voilà, c'est un côté un peu fouillis
qu'il y avait dans ses anciens films aussi, genre notamment dans la trilogie Teen Apocalypse, mais je sais pas, peut-être que maintenant il est trop vieux pour faire ce genre de truc. Il a loupé enfin maintenant il essaie de rester à la page, mais il l'est plus trop. Je sais pas, mais peut-être son incapacité de parler de ça, ce qui fait que ce film c'est une communication entre ces deux générations, tu vois, il l'assume pleinement à travers Olivia du coup. Et c'est marrant parce que visiblement il n'appartient à aucune de ces deux générations en plus. il est encore c'est plus vrai. vieux, ouais. C'est que moi je sais dire Gen Z et Millennials, mais après c'est quoi avant? C'est pas la génération Y. Les boomers, non? Non, il y a Y. Il y en a entre les deux quand même, parce que les boomers c'est pas ceux qui sont nés en 59, tu vois. Millennial et X, c'est la même. Mais non tu vois, en fait, à la fois qu'on soit très ouvert sexuellement, voire fermé, on est toujours un peu dans le même incapacité à parler. Tu vois, par exemple, l'ami gay de oui. Elliot, Ouais. lui, il passe son temps à faire à la fois des partous, faire des dates, etc. Mais même à travers tout ça, tu sens que le personnage, en fait, ne s'ouvre jamais pleinement à quelqu'un, tu vois. Je trouve que, voilà, en tout cas, c'est ça que j'aimais bien dans le film, c'est que on critique pas une génération particulière, en fait. Bah, c'est intéressant en vrai. En tout cas, tu me le vends bien. Oui, mais c'est trop bien Gary Garacki, vraiment. Regardez ses premiers, c'est fake les moyens du bord, et c'est toujours. Ça peut paraître toujours drôle, même Smiley Face, parce que Smiley Face, c'est quoi? C'est Anna Faris qui mange des cupcakes space cake et qui se fait un gros trip, sauf que quand tu regardes vraiment le film, c'est une meuf qui est au chômage, qui galère, qui est perdue. Enfin, tous ces films sont quand même très, très tristes, très dramatiques, mais ils saupoudrent d'un peu d'humour, quoi. Non, mais j'irai le voir. Alors, en fait, de base, moi, je m'en fous un peu de ce film, et c'est Alice et Quentin, qui sont déjà venus dans DCP, qui sont venus me dire « Owen, c'est trop drôle, c'est une des meilleures comédies françaises qu'on ait jamais vues de notre vie, le timing comique est incroyable. » Pas à ce point, mais ça reste très bien. Dosez, les amis. Mais Voilà. oui, c'est sympa. C'est franchement, alors, je comprends que tu puisses considérer que ça soit une très bonne comédie française, voire une des meilleures du 21e siècle. C'est comme ça que tu l'as introduit. Ah bah c'est ce qu'on m'a dit. Il y a un Voilà. moment, on m'a dit top 10 meilleures comédies françaises. Voilà, bon, ça peut s'entendre parce qu'il y a quand même un sacré timing comique. Les répliques font souvent bouche, les acteurs sont excellents. Et c'est court en fait. En fait, ça a l'avantage, je trouve, c'est toutes les situations et les dialogues que je pourrais ne pas aimer dans une comédie française, mais vu que bah là, c'est des super acteurs de théâtre et juste de cinéma, en fait, bah ils le délivrent bien, quoi. Et c'est bien. Non, c'est bien écrit, c'est bien interprété. Bon, on m'a dit que ce qui était dommage, c'est que ça restait un peu trop sur les mêmes types de blagues, genre beaucoup de quiproquos. C'est que tout est lié à chaque fois au quiproquo. Bah, en fait, de toute façon, ça dure 1h15, hein, ça peut pas développer non plus des masses de comédie, mais c'est souvent... en fait, c'est une pièce de théâtre qu'on est sur le point de commencer dans 3 heures, et il n'y a que des problèmes qui s'ajoutent les uns sur les autres. C'est toute la comédie de situation que tu as déjà vue 1000 fois, déjà au théâtre, que tu retrouves au cinéma, d'une manière très académique, mais bien menée. Alors pourquoi dire que c'est la meilleure comédie de tout le 21e siècle si en soi ça reprend ce qu'on connaît déjà? Qu'est-ce qui fait que ce serait nouveau, Non, mais par exemple? je peux comprendre, le film a un bon rythme en fait, le rythme est soutenu, il y a des vannes assez souvent, il y a beaucoup de répliques qui tapent comme il faut, tu vois. Je peux comprendre, tu vois, ce côté un peu... ne comparons pas à La Cité de la Peur quand même, mais je peux évoquer ce film-là quand même, dans le sens où ça enchaîne, tu vois. T'as pas trop le temps de respirer et ça enchaîne, et donc du coup tu peux toujours trouver quelque chose qui peut te faire rire. Oui, puis chaque personnage a un peu ses archétypes et son type d'humour, tu vois. T'as un personnage qui est apeuré parce que y aura sa mère qui va être présente, tu vois. T'as l'actrice qui va absolument coucher à droite à gauche, t'as l'acteur avec l'ego surdimensionné. Sur le papier, tu te dis, encore, on a vu ça 1000 fois, mais bien mené, bien porté, avec le timing comique. Voilà, quoi, c'est pas déshonorable, c'est plutôt même honorable. Moi par exemple, j'ai beaucoup aimé le personnage du régisseur parce que le comique de répétition ça me fait énormément marrer, Oui. tu vois. Non, mais même juste l'apparition de Benjamin Laverne, qui est excellent dedans, quoi. Voilà, c'est juste ça. Laverne joue, on peut le dire Molière, Oui. et il arrive, il te fait un 5 minutes, Et voilà. et il est juste exceptionnel, quoi. Enfin, c'est juste les bons acteurs, le bon texte, enfin vraiment, c'est... Moi, juste le truc que je me suis dit, c'est que ça fait quand même vachement film entre potes, mais entre potes d'une bande, tu rentreras jamais dedans, tu vois. C'est un peu genre, on est la comédie française quand même. Ouais, tu sens que c'est un peu cloisonné quand même. C'est ça, c'est là en mode, oh là là, on est vraiment les meilleurs amis du monde, c'est trop bien C'est la vraiment comédie une française. troupe, tu vois. Il te dit, On est une famille, mais tu rentreras pas parce que t'es pas riche. Et c'est drôle, du coup ils s'en moquent en fait de ça dans le film. Ah non, ça le côté pas riche, non, ils le disent pas, c'est Non, juste mais tu vois, le final, c'est vraiment regarder ce côté troupe qu'il y a dans la comédie française. Et t'es en mode, bon, la comédie française, tu vois, j'y ai jamais foutu les pieds, je risque peut-être de jamais y foutre les pieds. Donc voilà. Ça t'a pas donné envie d'y aller justement?
Ouais, d'aller Non. voir une pièce. Pas plus que ça, tu vois. Mais tu vois, j'ai vu dans les extraits, à un moment, t'as une blague sur le fait qu'il y a une dame qui a oublié son passe pour rentrer dans le truc. C'est pas déjà une blague pour dire la comédie française c'est trop fermé, c'est trop, tu vois. Ouais. Je crois même pas, c'est juste En pour fait, dire. en fait, je pense que la meilleure blague, et en plus c'est super classique, c'est la mémé qui fume des pets. Oui. Voilà. Et du coup, ça amène plein de comiques de situations différents. Je suis peut-être totalement à l'ouest, mais c'est pas toute la moitié du cas, c'est pas juste les potes de Bertrand Huskla. Sans doute. Je crois que c'est ça. Si, si. Bah, ils sont en tout cas, tous les acteurs, ça, il y a gros, Zoom Jam. ouais. tous les acteurs sont de la comédie française. Tous les acteurs du film sont de la comédie française. Et ce qui amène une petite vanne sur le texte au tout début du film, qui est assez, qui passe bien. Oui, voilà. Voilà. C'est sympa. C'est sympa, mais faut pas être dithyrambique, faut pas faire un panégyrique de ce film. Séance à 17h30 au MK2 un dimanche, rempli de vieux, ils étaient hilars. Voilà. Ah, mais Oh, ça du prouve coup, bien, attends. tu vois. In fine, du coup, conclusion, Quentin et Alice ont un humour de vieux. Potentiellement, ouais. Désolé. Non, tu t'en es jamais rendu compte, Bah, non. Quentin, Alice? On vous aime quand même. Hein. Voilà. Oh, il n'y aura plus de critiques dans cette saison de DCP. Ça y est, c'est fini. La dernière, c'est un film sympa. Sympa. Et ensuite, il y a toujours cette conclusion des chiffres conséquents. C'est parti, ça y est. Ça a oui. commencé. Le générique, il est lancé là. Ah mince. Donc comme à l'accoutumée, afin d'honorer la fin de saison et nos enregistrements, j'ai fait pour vous, autour de la table et pour vous, auditeurs, une réécoute de tous les épisodes de la saison afin de faire un gros bilan des chiffres de DCP pour cette saison, 3e saison. C'est ça le premier chiffre, 3. 3e saison. Waouh. Les meilleurs chiffres. Ah bon? D'une part, dans cette première partie, on va voir les chiffres globaux de cette saison 3 de DCP, avant de partir vers une partie plus jeu qui aura lieu tout à l'heure, dans laquelle je vais vous poser des questions concernant des chiffres un peu plus particuliers et précis. Commençons par les chiffres généraux de cette 3e saison de DCP. 25 épisodes classiques, donc cette année vous avez eu droit à 3 épisodes classiques de plus, comparé à l'année dernière. On finit plus tard l'année aussi. Et on finit plus tard l'année. Mais par contre, vous n'avez eu qu'un seul hors-série, celui des DCP Awards en fin d'année 2025. Et oui, nous n'avons pas fait les Oscars et les Césars parce que pas le temps. La flemme. Je crois qu'on est Et surtout un peu de flemme. ouais. Un peu de flemme, je Pas pense aussi. cool, mais bon. Mais vous avez eu le droit à 2 petits bonus qui ont été les interviews de Mathieu Panchina au mois d'octobre et celle de Fabien Gorjard au mois de juin. Donc, ce qui nous permet encore une fois de les remercier pour leur temps et leur disponibilité. Cette année, et grâce à toi, Bobby, nous avons eu un invité de plus que l'année dernière, soit 8 invités. Pardon. C'était le Sauveur. Sinon, C'est ça a été le même chiffre que l'année dernière. C'est grâce à toi. Trop bien. C'est Voilà. toi, mec. Moi Bassem que nous avons accueilli 3 fois lors des épisodes 48, 64 et 68, Alice lors des épisodes 53 et 59, Letty dans les épisodes 58 et 64, Montaigne dans l'épisode 61, Hélène dans l'épisode 65, Lucie lors de l'épisode 69 et enfin Bobby lors de cet épisode 72. Non mais j'avoue quand on les a enchaînés les invités, parce que Julien n'était pas là. Oui. Donc nous remercions du coup également tous ses potes pour leur implication et leur temps pour préparer et enregistrer ces émissions. DCP saison 3, c'est aussi 4 épisodes sans Julien quand il est parti casser des bouches entre autres. Il était au Japon. J'ai Ah, suivi un maître kung-fu au Japon. Un épisode sans Fred qui lui est d'habitude le plus absent. Ouais, ça va. Cette hein. année ça allait. Juste un seul. Cette saison c'est Bon. qu'un seul épisode loupé. Pourquoi t'étais pas là déjà? Ah, parce que j'étais à Rome. Ah oui c'est vrai. Bon voilà, il y a une bonne excuse. Et pour la première fois, et c'était il y a pas si longtemps, le premier épisode sans moi-même, donc il y a quelques émissions. Pourquoi t'étais pas là déjà? Terrible. À cause du taf. Ah. Oh. Et Owen a toujours été là. Eh oui. Ah bah sans déconner. C'est vrai. Bah ouais. Inébranlable. Tête de Gaulle. Malgré les absences, les invités et les déplacements de Joker à répétition, on est quasi à l'équilibre sur le nombre de Jokers par personne. Tout le monde en a eu 3 cette saison, sauf Owen qui en a eu 4, petit vénard. Ah. C'est parce qu'il est tout le temps là, il a le droit quand même. C'est- Ouais. C'est parce que je monte. Parce que t'es le host, parce que t'es... Sans toi, ce ne serait rien. T'es Oh, bien. attendez, je vais rougir. Au total, pour cette 3e saison de DCP, nous avons parlé en critique de 29 films de l'actualité en tant que film principal. Donc je compte comme film principal ceux auxquels on a eu le droit à la bande-annonce lors de la diffusion de l'émission. En plus de cela, nous avons évoqué 76 films de l'actualité en rattrapage / ressorti, ce qui fait un total de 105 films de l'actualité dont nous avons parlé, soit 6 de plus que l'année dernière. Et puisqu'on a gardé la formule des films thématiques, on rajoute 21 films, ce qui fait 126 films dont on a bien parlé. Eh.
Pas mal. Pas mal. Si jamais vous voulez faire comme moi, comme un grand malade, et réécouter tous les épisodes de cette saison de DCP, hors série compris, il va vous falloir 27 heures, 5 minutes et 3 secondes, sans compter cet épisode du coup, ce qui nous fait moins que l'année dernière. Nous avons sûrement fait des épisodes plus courts et nous n'avons pas fait les hors-séries, du coup César et Oscar comme évoqué précédemment, d'où cet équilibre finalement. L'émission la plus longue c'est l'épisode 56, celle des DCP Awards avec son 1h19, tandis que l'émission la plus courte était celle de l'épisode 76, épisode constitué uniquement de critiques, dont celle de la première partie du diptyque sur De Gaulle qui dure 36 minutes et 46 secondes. Parce qu'on devait interviewer Fabien Gorjard derrière. Eh oui. Penchons-nous maintenant sur les films que nous avons critiqués en tant que films d'actualité, en prenant en compte également les films de rattrapage, donc pour rappel 105 films. Nous avons discuté de films de 19 nationalités différentes, soit 2 de plus que l'année dernière. Merci Fred, parce que je pense que c'est ton film lituanien et ton film hongrois, je crois, non, que t'avais vu là. Putain, mais moi j'ai oublié The Holy Destructors. C'était... Voilà, Holy Destructor et Phaser. Et Phaser. Je sais plus, mais c'est grâce à ces deux-là, je pense qu'on a les 2 nationalités de plus. Sans surprise, plus de films américains pour 51 d'entre eux, donc quasiment la moitié, 48,6% si on veut vraiment être précis. Viennent ensuite les films français avec 28 et enfin les films britanniques avec 6. Pour les nationalités dont nous avons évoqué qu'un seul film, elles sont 13, et on peut citer pêle-mêle la Norvège avec Valeurs sentimentales, l'Irak avec Le gâteau du président, le Chili avec Le mystérieux regard du flamant rose, ou encore le Maroc avec Atoman. Hey, ça c'est grâce à nous. Enfin moi et Jérém. C'est pas un peu triste de dire. Bobby était là pour J'étais là. Poppy, C'était incroyable le film. À vous. C'était drôle. Quel régal. Ah ouais. Nous avons discuté de 20 films réalisés ou co-réalisés par des femmes, un chiffre encore en progression par rapport à l'année dernière. Le film le plus long dont nous avons parlé est étonnamment le dernier film évoqué lors de l'épisode précédent, la Whole Bloody Affair de Kill Bill avec ses 4h35, mais puisque c'est un peu de la triche, parce que c'est une ressortie, ça va être du coup Les Rayons et les Ombres avec ses 3h19, dont on a parlé lors du dernier épisode où Julien, avant qu'il parte. Possible, oui. Le film le plus court dont nous avons parlé, ou plus précisément dont Fred a parlé, est Éruption, avec son heure 11. Pour rester sur les durées, sachez que si vous voulez réécouter uniquement les critiques des films principaux de DCP, il va vous falloir 8h18, donc les critiques principales ont occupé 30% du temps total des émissions. Et si on veut se faire un petit top 3 des films dont on a parlé le plus longtemps en critique, lesquels ? C'est parti, donnez vos films. Le plus longtemps. J'ai le top 3. L'Odyssée, on a parlé beaucoup de temps. Dire, c'est forcément Odyssée. L'Odyssée en deuxième, Nolan oblige, nous en avions discuté 23 minutes et 50 secondes lors de l'épisode précédent. Et le Rayon et les Ombres, on en a parlé longtemps quand même, non ? Non, Projet il n'est pas dans le Dernière top Chance 3. Il n'est pas dans le top 3. Je sais plus ce qui est sorti cette année. Avatar. Et oui, en effet, donc du coup en première Ah place, oui, c'est sans merci, doute Owen. possible, Avatar de Feu de Cendre, film sur lequel nous avons passé le plus de temps ever sur une critique. Ah ouais. Qui Est-ce que plafonne. t'as la répartition des gens qui parlent sur Internet? Non, Juste faut pas, pour je suis pas un malade à ce point, Bobby. Je suis pas malade à ce point, Bobby. Donc, Ouais. la critique plafonne à 35 minutes et 13 secondes. Ah ouais, quand Ah, même. je vous ai Ah, 33 c'est 000 dingue, Noël, quoi. Je vous c'est- ai tellement tunnel. Oh, t'es relou. Bah, c'était le seul critique, on a fait un épisode spécial Avatar, donc du coup c'est normal que la critique allait prendre une part conséquente de l'émission. On a vraiment parlé 35 minutes d'Avatar. Oui, Avatar 3, oui. J'ai pas vu le temps passer. Et donc du coup il vous manque le troisième film qu'on a parlé plus longtemps sur le podium, début de saison. Peut-être pas C'est quoi déjà exactement l'étendue de la saison? Ça commence en C'est en septembre. 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 Oh. Attends. Genre vers septembre, quoi, des films de... Il y avait un film. Non, Superman, c'était pour clore la Non, saison c'était juillet. avant. C'était juillet. Non, c'est vrai, c'est septembre. C'est un film sorti en septembre. On a commencé la saison avec 28 quoi en ans plus septembre tard. Bah, les films de l'été, mais après l'épisode suivant... J'arrive plus à me rappeler, on a commencé avec quoi. Ah, le film vous a marqué en tout cas. Hein. Mais si, attends, je l'ai. Bon, en tout cas, le film de Paul Thomas Anderson, Une Ah, bataille voilà, après l'autre, voilà, nous a oui, vachement voilà. marqué. Film Ah, donc, du coup l'oubli, de la alors. rentrée sur lequel nous avons passé 23 minutes et 35 secondes. Et à l'inverse, si on prend les 3 films dont on a parlé le moins longtemps, selon vous, les films sur lesquels on a passé le moins longtemps. Bah, le Jim Jarmusch. Non. Non, il mais est pas dans le top sûrement 3. des films où il y avait une seule personne qui en parlait, du coup. Non, critique principale. Ah, Quand on était critique principale. De Gaulle 2, Non. De Gaulle 1. Non. Bon, je vais vous le dire, en troisième, c'était Hamnet, dont on a parlé 12 minutes et 58 secondes. J'avais oublié le film. Alors qu'il est sorti en janvier. Hein. Il y a des gens qui ont adoré ce film, vraiment, qui ont été. En- C'était bien. En deuxième, Kaamelott, deuxième volet, partie 1, Cohen et moi avions défoncé pendant 11 minutes et 15 secondes. Il y a déjà plus personne qui en parle, j'ai l'impression. C'est vraiment le 1, il y avait encore un truc, mais
Et le film sur lequel on a passé le moins de temps est le tout premier film principal de la saison avec Exit 8, avec Bassem comme invité, duquel 10 minutes 25 secondes de critique sont à décompter. Mais je crois on en a parlé parce qu'il y avait vraiment rien d'autre, tu vois. Exit 8, c'est quoi déjà? C'est l'adaptation du. C'est le sort jeu de vidéo. film, Du jeu, ok, ouais. Mais on était hype quand même par Exit 8, on avait imaginé tout un truc et Mais tout. parce et- qu'on- Et au final, ça. On avait J'ai pas parlé compris. du rapport. Au Liminal. C'était pas les liminals, c'était pas les. C'était film à concept tout bonnement. C'est je le crois. film à concept. film à concept. Comme quoi, même le film dont on a moins de parlé est quand même au-dessus de 10 minutes de critique, ce qui est franchement pas mal, en sachant qu'une critique durait en moyenne 17 minutes cette saison. Voilà. Ouais, mais je me concentrais sur les chronos en général et quand on arrivait à 17-18 minutes, je me disais pas c'est bien. Ouais, il y a une grosse majorité de critiques cette année qui ont duré entre 14 et 18 minutes. Non, mais on a trouvé notre mojo, notre rythme, on a cadré les choses. T'as À fini tout à l'heure pour les chiffres que vous attendez tous. Ça y est. C'est le retour des critiques Letterboxd. Il s'est passé quelque chose entre-temps depuis. Oui, le Letterboxd de DCP est enfin à jour, tout ce que vous voulez, ça y est, j'ai fini. C'est un malade. J'allais surtout dire que je me suis inscrit à Letterboxd. Bah, il y a aussi le Letterboxd de DCP. Bah mais oui, c'est C'est quand bien la même, pression. T'as abandonné Sens Critique. Non, je suis encore sur Sens Critique. C'est-à-dire, tu vas sur Tu fais les Letterboxd, deux. sur Sens Critique, sur le fichier Excel que a mis Jérém. C'est un et- peu relou à chaque fois. Il reste 3 personnes sur Sens Critique, c'est. Oui, bah, il y a moi. Alors, Letterboxd, c'est des rigolos, en tout cas. Sur Sens Critique, on fait des critiques élaborées. Sur Letterboxd, on fait des blagues. Donc, le but de Letterboxd, le jeu chez DCP, c'est je vous lis des critiques Letterboxd qui sont drôles. Il y en aura des anglaises que j'aurai traduit. Faut deviner le film à partir de la critique Letterboxd. Oui. que tu estimes drôle. Oh, il est dur. Non mais attends. À chaque fois, ça a Alors, été drôle. À chaque fois c'est drôle, mais il faut que de base, il l'estime que ce soit drôle. Ah oui, oui, parce que je juge énormément l'humour des gens. Voilà, ça y est, ça a commencé, les gars. C'est le meilleur moment de l'année chez DCP. Évite de rigoler en disant les répliques, enfin les critiques, parce que ça t'est déjà Alors. arrivé. Ça va être dur. Pardon. On y croit à les revendications. Le bruit des mines de Minecraft m'ont préparé pour ce film. Minecraft. Sirat. Non. Les bruits des mines. Obsession. Non. Non. Je me suis dit avec les gros booms, tu vois. Si, les bruits des mines, genre Cette année, dans- on est d'accord. L'Odyssée du coup. Ah ouais. Ce sont des films qui sont sortis depuis janvier dernier. Ah, bah L'Odyssée. l'Odyssée. Non. Quand tu dis les bruits des mines, genre les mines dans Minecraft Oui. ou la mine qui explose. Non, Mais- je pense que les mines dans Minecraft, c'est le bruit. Je vous donne une deuxième critique. Le vrai monstre, c'est le mec derrière moi qui expliquait le principe des espaces liminaux à sa copine. Ah, Backroom. Ouais. Ah, vous avez été tous ensemble. Deuxième film, The Substance en mieux. Obsession. Comment ça, The Substance en mieux? De substance en mieux. Ah. Bah, Un film de Quentin Dupieux s'il n'était pas devenu réac. c'est toujours le même film. c'est le même film. Truc ultra absurde, un peu de body horror pour The Substance. Français, Français. pense pas body horror, pense double. Alter Ego. Alter Ego. Bien vu, Bien vu, Fred. Je l'ai pas vu. Comment ça, meilleur que The Substance? Ah, bah. C'est son avis. Après, tu vas t'étrangler après. Après, les gens ils disent qu'Avatar c'est le meilleur film de tous les temps. Oui, Ouais, tu me ouais. diras. Le perso principal, on dirait le bébé de Dave Franco et Charlie Kirk. Obsession. Oui. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai Ah, que c'est dur. c'est un peu. Ouais. Ah, mais il s'est tellement mangé le truc de Charlie Kirk. Ouais. Pourtant, il est quand même bien plus BG que lui, quoi. C'est. Bah, oui. L'autre critique que je trouvais rigolo, c'est un mec a un crush, ça devient le problème de tout le monde. La prochaine fois que je vois Touche pas à mon poste en 4K au cinéma, je vais devenir violent. Running. Gourou. Toi qui me sert à quelque chose ce film pourri là. Ah ouais. Avec Pierre Ninet. Gourou. Pour quelle raison? Oui, je l'ai fait. Peut-être la plus grande prévention anti-alcool. The Drama. Oh là là. Mais parce qu'en fait, j'ai fait la même chose en fait, j'ai dit la même chose. Il est puissant, il Mais est... c'est la critique de mais Jérém. il s'est réécouté en fait pour ça. Et Mais j'ai oui. tout réécouté aussi. Il a tout réécouté. Mais t'as vraiment tout réécouté? Bah oui. Sinon comment tu veux que j'ai les chiffres après, Mais- qu'on va avoir après? La D'ailleurs, santé mentale, elle a baissé d'un coup. Il a tous les rushs, quoi. l'autre critique qui était drôle, c'était plus ça part en couille, plus la veine de Pattinson grossit. Oui, c'est vrai. Interstellar pour les gays. Project Emery. Oui. Oh bien joué. Il y avait qu'un seul gros film de SF cette année, je pense que. Ouais. Et l'autre critique, c'était l'acteur principal domine l'écran pendant 2 heures, mais se fait voler la vedette par la karaoké de l'actrice secondaire. Seule scène que t'as aimé du film. N'est-ce pas, Fred? Ouais. Sinon ça trop focus sur le caillou mec. mon pote, c'est un caillou. Ouais, ouais. C'est vraiment ça ta critique hein. T'as pas aimé? J'ai détesté. Ouais, détester, c'est un grand. Dose. J'ai pas aimé. Et Rocky, mec. Rocky. Allez, la pauvre, elle doit côtoyer un stalker, un agresseur et Vincent Cassel.
Il est dans quel film Vincent Cassel cette année? C'était dans un film cette année déjà, c'est. Et Vincent Cassel en majuscule. C'est dans quel film Vincent Cassel cette année? Bah, il a pas fait de. Il a fait quoi lui? Sinon, Sur- je vous, C'est sur les linceuls, là, mais c'était il y a deux Non, ans. c'était- je vous l'année donne dernière. l'autre critique. Pierre Ninet pète un câble et tabasse un arabe à la station Magenta. Le deuxième acte? Non, c'est l'histoire parallèle de Faraday. Ah Il y a vraiment ça dans le film. C'était dans le trailer. Et oui, il y a vraiment ça. Il y a vraiment Pierre Ninet qui tabasse un arabe dans une station de métro parisienne. C'est un très mauvais film. Mais c'était quoi le film? Histoire parallèle d'Asghar Farhadi. Tu te souviens avec Isabelle Huppert, avec Casting de la fou. personne en a parlé. Virginie Efira. Mais on l'a totalement oublié ce film. C'est un gros Oui. bide. Il est sorti quoi au mois d'avril ou au mois de mai, on l'a déjà oublié. Interminable. Farhadi, c'est quand même un gros nom en plus. Non Bah ouais. Premièrement, j'ai beaucoup aimé. Deuxièmement, non, j'ai pas lu le livre. Hurlevent. Bien vu, Fred. Hmm. Bien vu, bien vu. J'ai chopé le cancer du poumon rien qu'en regardant ce Les film. rayons et les ombres. Oh oui. Par contre, il y a vraiment ma critique préférée de toutes les Letterboxd, enfin, de tout ce jeu, Brice de la milice. On dirait une vanne qu'ils auraient pu faire le Palmacho dans Max et Léon, quoi. Ça. Ouais, donc, clairement. Il y avait aussi Papa ne fait pas la résistance. Ah, Bohemian Rhapsody a laissé beaucoup de dégâts derrière lui. Michael. ouais. Oui, t'as le truc, hein. Je crois que ouais, il a gagné, mais sauf si Fred fait un perfect sur les 4 dernières critiques. J'ai un peu trop réfléchi à la scène du miel. Ah, C'est pas Bugonia? Non. c'était l'année dernière? Julien, tu peux avoir un point. J'ai un peu trop réfléchi à la scène du miel. Alors je pense Putain, un film sais. avec du miel, mais c'est pas encore sorti. Non. C'est un film que j'ai vu en projo. Ah, bah, près. c'est Oklahoma, ouais. Mais Je sais, en plus, ça me parle, en une scène plus, de miel. le miel, vraiment, on n'en reparle plus jamais dans le film, et pourtant, genre, elle nous reste. L'Odyssée. Non. non. Putain, j'ai un peu Je juste sais, avec j'ai un l'Odyssée. petit- mais- Il y a une scène de miel qui était trop bizarre et on s'est dit qu'est-ce que ça fout là? Oui, oui. Je vais Ah donner, là là je vais là. donner la deuxième critique. Il y a 2 rappeurs célèbres dans ce film. Deux rappeurs. Marty Suprême. Oui. Mais oui, la scène du miel. Et du miel. D'ailleurs, c'était bien parti, je crois. Ouais. C'est vraiment pas mal. Tu sais, la scène avec le gars qui raconte qu'il était à Auschwitz, qu'il a trouvé une ruche quand il était dehors, Oui, c'est cette scène-là. et oui. qui s'imbibe de miel pour Pourquoi, aller nourrir ses confrères, ses camarades. Oui, je m'en rappelle maintenant. Moi, je l'avais oublié. Ça, je suis pas là, on dirait l'équipe de France en demi-finale. Oh Aïe, aïe, Plus aïe. de points que toi, Julien, là, il faut. Ouais. J'étais là quand ils ont perdu, il était vert. Il m'a vu taper du poing sur la Ah table. ouais, je le vois rarement énervé, mais là, Je pense que tout le monde. vous rêviez de voir la fusion entre Avengers et OSS 117 Pierre Ninet super-héros, Jean Jardin super-héros. L'homme qui rétrécit. Non. Ah. Vous rêviez de voir la fusion entre Avengers et OSS 117. Marsupilami. Non. Je vois pas pourquoi, mais. Pourtant, dans la critique, vous avez évoqué justement les Avengers. Running Man. Non. Idéal pour apprendre le nom de la moitié des stations de métro. Ah, De Gaulle, partie 1. Et oui, De Gaulle. Oh là là là. Oh. Bonjour, je suis Jean Moulin, j'habite ici. Hein? L'introduction de Jean Moulin. Il y a officiellement le premier 6-7 de l'histoire du cinéma dans ce film. Ratatouille, parce que du coup, c'était avant. Mais bien vu. Il y a un 6-7 dans un. Oui. C'est tellement stupide et brillant à la fois. Pas Scary Movie. Oui. Oh, Ah, mais ils font un 6-7 il dedans. gagne. Mais tu l'as vu? Non, mais alors dis-toi, le film, il est sorti quoi en juin? Pareil, je l'ai oublié. Hein, je pense que la moitié des vannes sont déjà périmées. Aïe, 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 aïe. Bon. Bah, Jérém a gagné. Il reste une critique. Ouais, pour l'honneur. Pour l'honneur. Julien, pour l'honneur. Julien, en plus, elle est pour toi, celle-là. Elle Ah, est t'as pour fait le toi. point, là, tout Genre, à l'heure. elle est pour toi. J'ai enfin vu Twink Peaks, dont tout le monde parle. Attends, J'ai enfin vu Twink Peaks, dont tout le monde parle. Jim Queen. Oui. Bien joué, Fred. Je me rappelle, je te jure, j'ai plus aucun souvenir de tous les films de la saison là, je suis perdu. Ah, on est fatigué. On a vraiment les deux, genre lui il connaît tout. Et toi Mais t'oublies tout. les seuls que j'ai trouvés, c'est celles où on a tous parlé en même temps, du coup il n'y a pas eu de points. Et toi, tu ramasses les miettes. L'autre critique, c'était enfin de la visibilité pour les fétichistes des pieds au cinéma. Avec Marcel le kiffeur. Marcel. Non, mais pour le coup, le jeu de mots Twink Peaks, je trouve que c'est brillant. Ouais, c'est drôle. À vous, les auteurs brillants de Letterboxd, merci. Merci. Nous y voici donc à cette deuxième partie de ma chronique pour cette saison, pour cette émission de fin d'année, les chiffres de DCP saison 3, une partie plus jeu avec des chiffres plus pointus, avec notamment le nombre de fois on a dit tel nom de réalisateur, d'acteur, d'actrice
ou autres. Comme l'année dernière, pour cette partie, je vais un peu trahir l'intitulé de ma chronique, car certes, des chiffres vont être évoqués, mais vous allez plutôt chercher des noms, des titres de films et d'autres choses. Et avant de commencer, et encore une fois comme l'année dernière, je tiens à préciser que j'ai compté les citations d'œuvres ou de personnes qu'une seule fois par émission. Donc si jamais on a parlé d'un film dont on a dit le nom du réalisateur plein de fois, une seule est comptabilisée. On va plus parler de récurrence de citations que de citations pures. Commençons par des questions d'estimation sur des statistiques globales de la saison. La première, celle à laquelle vous foirez tout le temps. Combien de films ont été cités dans toute cette saison de DCP ? C'est-à-dire, le titre du film a été évoqué, je l'ai noté. On n'arrive jamais à estimer. 239. Bah alors, tout à l'heure, t'as dit qu'on a parlé de combien de films déjà de l'actu 126 avec les plus tous les thématiques. films qu'on Évoqué. dit. Juste, le titre a été dit, je l'ai noté. 72. Moi, j'aurais dit 650. J'allais dire 750. Allez, je vais taper les 800. Comme tous les ans, vous êtes très très loin parce que c'est 1649, Ouais, c'est vrai qu'en fait, on rebondit tellement sur. soit une moyenne de 66 films cités par épisode, ce qui est moins que l'année dernière quand même. Oh, C'est bien. Deuxième question toujours sur les films, 1649 c'est donc le nombre de films au total cités en comptant toutes les citations, mais si on ne prenait de manière unique tous les films, combien de films uniques ont été cités ? Parce que là du coup 1649 c'est avec les répétitions, enfin si un film a été cité dans plusieurs épisodes. 800. Juste un film unique. 750. 940. 823. En film unique nous sommes à 1088. Je sais plus qui était le plus proche, c'est Julien je crois non Non, c'est Fred. Fred, pardon. On a de la culture ou pas ? Il y a donc 561 films que nous avons cités dans au moins 2 épisodes. Moi, je me dis, dans tous ces films-là, il y a Ratanouille qui a été cité. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. Qui se souviendra de Ratanouille dans 200 ans ? Personne. Mais Voilà, nous qui sait l'aurions sera oublié. cité. Et Ratanouille, non. Pour cette troisième question, passons sur les réalisateurs et réalisatrices. Combien de réalisateurs-réalisatrices avons-nous cités dans cette troisième saison ? Ah, beaucoup, hein. 600. Non, j'ai baissé, moi. 300. Moi, je dirais... 258. Ok. 390. Ah, t'as raison, je change, je vais dire 450. 390. C'est les enchères là. c'est- Qui dit mieux ? Non, 300 toujours. C'est 548. Oh, Donc au final, t'étais quand même plus proche avec ton chiffre d'avant. C'est Bobby, du coup. Petit combien Non, t'as dit 200 et quelques, je crois. J'ai dit un truc au hasard, hein. Donc pour une moyenne de 22 par épisode, et le chiffre unique, je vous le donne, c'est 312, donc 236 réalisateurs-réalisatrices que nous avons cités dans au moins 2 épisodes différents. Passons aux acteurs pour la quatrième question. Vous commencez à connaître le principe. Combien d'acteurs avons-nous cités au total ? 1642. Waouh. Non, 800. Ça- On cite beaucoup plus des Acteurs. films que Parce des que acteurs. j'ai l'impression que vous parlez, quand vous faites une critique, vous parlez souvent des acteurs au lieu des personnages directement. Ouais. Parce que là, t'es en train de ouais. dire qu'on a cité quasiment autant d'acteurs que de films, là. Moi, je sais que j'ai toujours tendance à dire le nom des acteurs plutôt Ouais, que des c'est ça. personnages. Oui, que c'est vrai, Quand la vous raison. parlez, genre, généralement, c'est pas tel personnage, c'est. Ah oui. Ouais. Pas 750 Ouais, moi, j'ai monté aussi 900, moi. Moi, je reste à 800. 365, les gars. Soit une moyenne de 15 par épisode, et si on les comptait de manière unique, on serait à 230 noms d'acteurs cités. Ok. Et enfin, terminons ces questions d'estimation avec les actrices. Comme tous les ans, tristement, combien d'actrices avons-nous Ah, mais c'est citées pour ça que. c'est pour ça que Oui, il y a une distinction entre Donc, acteurs et chiffre à actrices. Ouais. Zendaya, une fois, c'est tout. On n'a jamais parlé d'autres actrices que Zendaya. Ouais, on avait que Zendaya. Zendaya. Voilà. Zendaya. Une personne. Zendaya. T'as dit que c'était combien le chiffre là pour les acteurs 365. On a forcé un peu moins. Allez, 140. 150 Ouais, mais tu vas voir qu'on va être en dessous. 240. Donc je vais dire 110. Moi, je vais dire 40. Julien était tout proche d'Utopie parce que c'est 149 Oh. seulement, soit une moyenne de 6 actrices par épisode avec en comptage unique 110 actrices différentes. Zendaya. citées. Voilà. Florence Pugh. Florence Pugh. Sans vous poser de questions, je vais vous donner des chiffres pour les séries et les jeux vidéo. Sachez que nous avons cité au cours de la saison 83 noms de séries, soit en moyenne 3 par épisode, et 30 noms de jeux vidéo, soit en moyenne 1,2 par épisode, ce qui est pas énorme. Oui, bah, c'est pas du jeu vidéo et des copains, quoi. Là, on va passer sur une seconde partie qui m'amuse beaucoup personnellement, parce que vous le savez, on ne cite pas que des noms de personnalités, de personnalités liées au cinéma. Donc, pour cette partie, je vais vous donner des noms de personnalités. Vous allez me dire si on l'a cité ou pas durant la saison. Oui. Durant uniquement cette saison. On compte pas les saisons d'avant, bien évidemment. Est-ce qu'on a cité Carlos Alcaraz ? Alors, ça ne fait pas 12 partie. fois. J'ai évité de prendre des noms que j'avais déjà pris l'année dernière. Ah, Ah. Voilà, j'ai quand cru que même. t'allais faire des récurrences pour la blague. Eric Clapton. Il y a peut-être. Ah, Eric Clapton, j'en peux plus. Est-ce que David Gilmour a été cité ? Bien sûr. Je l'ai entendu dans un reel, je pense. David Gilmour. Et là, crois je qu'il en a pense parlé. pas. Je On en a crois sûrement pas. entendu Non. parler. Si. Si.
Dans un reel, vraiment, Si, je suis si. sûr que j'ai entendu. David Gilmour a été cité cette saison. Parce qu'il y avait quand même le live at Maximus Circus, les amis. Je crois pas que ça a été pour cette occasion-là, mais en tout cas, il a été cité cette saison. Ah d'accord. Une seule fois Ça, je sais pas, par contre, j'ai pas noté, j'ai juste pris les noms qui me Non, mais semblaient un laisse-le peu drôles. tranquille. Hein. Mais j'ai toutes les stats. l'excuse. Mais j'ai toutes les stats, si tu veux. Mon Excel est complet, j'ai toutes les stats. C'est l'IA, c'est pas terrifiant. possible. 13 gigas avec Excel. Est-ce que Kylian Mbappé a été cité? Oh oui. bien sûr que oui. Pas du tout, les gars. On l'a imité, Mais c'est c'est sûr. c'est l'effet Coupe du Monde, c'est pour ça. Eh bah oui, je vous ai bien tendu un bon piège. Est-ce que Matt Groening a été cité? Oui. Non. Sûrement parce que vous avez dû parler de Simpson qui doit sortir, vous avez dû évoquer, je pense, avant Non, Simpson. j'ai pas souvenir. Non, si, parce que Matt Groening, il y a pas. Si, on en a parlé récemment. Parce que je voulais parler d'un film, je disais, c'est réalisé par qui? Matt Groening, etc. Matt Groening, oui. Ouais, Matt Groening a été cité. Les derniers en effet. épisodes, là où il y a 2 épisodes. En effet. Est-ce que Thomas Bangalter a été cité? C'est qui? C'est qui? C'est un des deux Daft Punk. Ah. Non. Non. Ah si, je pense. Parce qu'il a fait des musiques de films peut-être. Toi, tu sais pas c'est qui et... Oui, je pense qu'il en a dit. Moi, je dirais non. Alors, peut-être Jérém, hein, mais moi, non. Non. Eh bah Fred, t'as bien raison parce que c'est moi qui l'ai cité tout à fait parce que Thomas Bangalter fait un caméo dans Chien 51. Donc Bah, c'est il me pour ça. semblait bien. Ah, mais ouais. oui. Enfin, il me semblait bien. Non, Oh, le mais- pauvre, dans Chien 50. C'était dans cette saison, Chien 51. Et ouais, tout début de la saison, même épisode que Camelot 2. On n'était pas très Ah, c'était contents une du mauvaise, cinéma français. Est-ce que Aya Nakamura a été cité? Je pense pas. Non. Ouais. Non. Non, Aya Nakamura n'a pas été cité cette Ah, saison. Bobby, tu nous connais si peu. Est-ce que Mouloud Achour a été cité? Oh oui. Oui, parce que je dis que... Attends. Dans le Je jeu dis- des chocs des titans. Non, Atoman, Mouloud Achour. Bah, c'est quoi le rapport entre Atoman et Mouloud Achour, Ouais, s'il te mec, plaît? Attends. tu peux nous. Attends, il y avait Laurent Delahousse et il y avait Mouloud Achour dans Atoman, non? Non, Laurent Non, Delahousse, il c'était était dans pas Yoroi, dedans. mon pote, mais... Même moi, je l'ai pas vu, je m'en souviens parce que tu m'as dit que Laurent Delahousse, il se fait Hagla dans... Oh là là, dans je Yoroi. confonds tout. Je vais dire oui quand même. Non. Moi, je veux dire Non, je- non, je allez, laisserai. je viens, non. Mouloud Achour a été cité cette saison. Mais par rapport à Yoroi. Je sais pas, moi je l'ai pas vu, mec. Ah, C'est parce qu'il a 10 000 peut-être. interviews. Mais justement, il interview Orelsan dans le Ouais, film, voilà. je crois. Alors, Ah, oui. faisons un grand écart parce que est-ce que Jakob von Ueschool a été cité? C'est pas un mec de Formule 1, ça? Non? C'est quoi? C'est drôle, c'est un acteur. Ah, je vous dis pas, moi. Oh, non. Moi, je veux juste savoir s'il a été cité Attends, ou pas redis cette le saison. nom. Jakob von Ueschool. Ah, Allez, si, si, je pense ça- qu'il a été C'est cité. lui, Si, si, ça a c'est été la dit. Formule 1, c'est GRM, allez. C'est oui. Alors, non, il n'a pas été cité et Ah. Jakob von Ueschool n'a rien à voir avec la Formule 1 puisque C'est qui parce que c'est un mec que j'ai ressorti des tréfonds de notre parcours cinéma. Puisque c'est un mec qui a théorisé et défini ce qu'est l'Umwelt. Voilà. C'est quoi l'Umwelt? C'est des spécificités propres à des C'est l'inconnu, c'est les l'étrangeté. espèces dans leur espace propre. L'Umwelt, pour moi, c'est l'étrangeté. Qu'est-ce qui. Dans l'horreur, on va beaucoup parler de l'Umwelt, de Mais l'inconnu, c'est- du. C'est pas un film de David Lynch, ça? Non mais ça c'est... J'ai sorti ça de mon cours cinéma et écologie avec Ewison, voilà. Parce que RPZ, moi, ce mec. Umwelt, pour moi, c'était Dufour. Hein. Éric Dufour, justement, sur la question du mal au cinéma, l'horreur et l'étrange, Ah, en fait. La mimésis, mec. La mimésis. Ouais, C'est ouais. pas qu'on cite nos profs, en fait. Ouais, de ouf. Voilà, donc désolé Jacob, mais t'étais pas dedans. Est-ce que Margaret Court a été citée? Oui. Bah oui. Quand j'ai parlé de la bataille des sexes. Oui. Oui. Oh, bah, il le sait très bien, alors du coup... Voilà, bah merci. Voilà. Est-ce que Dave a été cité cette saison? Oui. Oui. Quand on a fait le Joker sur. Non, Attends, le biopic. non, c'est quand Alice, elle dit... Par rapport à Phantom of the Paradise. Voilà. Ah Effectivement, non, oui, pardon, que le méchant, il effectivement. ressemble à Dave. Genre, comment voulez-vous que je prenne, je sais plus ce méchant, quand il ressemble autant à Dave? Et ça m'a tellement marqué, genre. Ouais, c'est vrai. Est-ce que Yvette Horner a été citée? Non. 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 Eh bah si, parce que c'est moi qui l'ai cité, il y a que moi qui pourrais citer des personnes comme ça. J'ai honte, hein, c'est qui Ah non, vas-y, c'est qui? C'est une musicienne française très connue avec instrument de prédilection, l'accordéon. Oui, qui s'est produit énormément, qui était nogentaise aussi. Ah Puisqu'il ouais. y a la promenade d'Yvette Horner à Nogent. Ah, Voilà. c'est rigolo. Est-ce que Max Verstappen a été cité? Bah oui. Ouais. Non. Non, et si tu peux à chaque fois dire qui c'est. Moi, Max Verstappen, La pilote de Formule 1, Formule 1. beaucoup, là, c'est- Ah, Ouais, c'est... Même moi qui suis pas à la F1, bon, après j'ai un coloc qui est fan de F1, tu vois, donc... Ouais. Ah bon? On se demande c'est qui. Il a été cité ou pas? Bah non, il a pas été cité cette Il saison. a voulu vous bait. Est-ce que Hugo Chavez a été cité? Ah oui, oh oui, j'en suis sûr. Dans quel contexte on aurait cité Hugo Chavez? Je sais plus, mais je crois que c'est moi. Oui. Non. Bah Owen cite Hugo Chavez en effet, hein, puisque c'était par rapport à Michael Chavez, il me semble, réalisateur de Conjuring 4, et du coup il a dit Mais c'est le c'est frère d'Hugo vrai. Chavez. C'était une blague drôle. Voilà. Est-ce que Michel Leb a été cité? Oh oui.
Je crois que 4 fois. Je crois que c'est Julien. Pardon. Je crois que c'est une blague de Julien à un moment donné. Je suis sûr. Ça t'arrive souvent de citer Michel Leb pour des blagues. Enfin, Alors, ok. Ah, tu lui fais une répute, mon pote. tu limites pas, mais tu fais juste référence au terrible sens de l'humour de Michel Leb. Bah alors on va dire oui. J'ai aucun souvenir, mais. Alors, je ne sais pas dans quel contexte, je ne sais plus, mais oui, il a été cité. Mais c'est moi qui l'ai cité. Je ne sais pas, là. On par a contre, mis le doigt sur quelque chose, Julien. Est-ce que Bolloré a été cité? Oui, 10 fois. Ah bah oui, Canal+. 3 fois, pour être exact, ça je m'en souviens, ça part. Enfin, C'est la c'est- moitié des ciné de France. Bah voilà, c'est terrible, mais il a une place dans le paysage cinématographique actuel. Quoi. Voilà. Est-ce que Didier Deschamps a été cité? Oui. 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 Oui, je pense. Oui, en effet. Et enfin, pour terminer, est-ce que Mobutu a été cité? Oui. Non. Attends. Bah si Mobutu c'est Fletty qui a dû en parler, non? Ou même nous? Bah, en fait, du coup, est-ce qu'on considère que. Bah parce que moi j'ai croisé, non mais j'ai un passif avec Mobutu pour le travail. Mais est-ce que je l'ai ramené? Je sais pas. moi je suis un gros bâtard, j'ai direct parlé de notre pote congolais. Genre, est-ce que. Pourquoi Fletty il parlait de Mobutu? Bah non. Parce que Mobutu, il y a... Non, attends. Bah, parce que Mobutu, Il c'est y a pour la même en ce référence, moment c'est le la truc, référence oui, à voilà, Mbappé, Mbappé, mais. etc. Mais pourquoi on n'aurait pas vraiment Mobutu dans DCP? Juste, il a été cité, pas forcément. On Il a a fait été un- cité. C'est juste, on n'a pas. Tu vois, c'est pas forcément, on a fait Soit tout un truc sur Mobutu. juste parce qu'on a invité mon pote congolais, il a Non, parlé de Mobutu. Fletty aurait pu le citer en parlant de gourou. Ah, il était là pour Gourou. Et genre, il aurait pu faire l'analogie avec Mobutu. Mais je pense qu'il ne l'a pas fait, donc je dirais non. Moi, je vais dire oui. Oui. Fred, tu vas passer par un putain de raciste parce que oui, il a été cité, mais c'était pas du tout Fletty. Ah merde. C'est Julien, et je cite texto parce que j'avais gagné un jeu en faisant un truc, Qu'est-ce que t'as dit une sur omerta Mobutu? sur les points, J'ai et il très a dit peur. c'est notre Mobutu du cinéma. J'ai dit ça dans DCP. Oui, et c'est publié, mon pote. Hein. Ah, je pensais que j'avais qui dit ça dans un bar. Non, ça a été, ça a été c'est enregistré et enregistré. publié. Mais c'est pour qui? Pourquoi il disait notre bout? C'était pour. Par rapport à parce que- Mbappé. Parce que Mais j'avais du coup, est-ce fait, qu'on peut considérer que Mbappé a été cité? Non, parce que techniquement, c'est pour ça. Mais c'est J'avais son fait alter ça. ego. D'accord. C'est pour ça que j'avais fait ça. Ah, la réputation que vous allez me faire avec ce jeu. Oh là là. Rencontre Fred et toi. Et nous voici à la partie que vous attendiez peut-être le plus, messieurs. On va parler de ces films, de ces acteurs, de ces actrices, de ces réalisateurs que nous avons cités et combien de fois. Pour cette première question, parlons des films les plus cités dans DCP. Sachez que cette année, le podium est clair, net et précis, un film sur chaque marche du podium. Donc pour la troisième place, quel film? L'Odyssée. Non, Avatar. précise. Avatar 1. Ah, 1, ouais. Avatar 1. Non. Avatar, Avatar 3. 2. Avatar 2, La Voix de l'eau, cité dans 8 émissions différentes. Oh. Passons à la deuxième marche du podium. Avatar 1. Avatar 1, cité dans 9 émissions Non, mais faut différentes. arrêter, ouais. Première place, Avatar Non, 3. faut arrêter. Et si enfin, le film le plus cité de la saison, Bobby après Shot, Avatar de Feu et de Cendre, Bon, cité ouais, dans tu 10 dégages. émissions Ouais, différentes. Tu dégages, t'es plus le host. Oui, C'est moi qui prends le Avatar pour la contrôle. prochaine saison. T'as pas le droit de parler d'Avatar. Ouais, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Non, il a pas le droit. Je vous Donc, jure, il a pas le droit. le podium est clair, net et précis. Oh, c'est triste. Avatar 2 dans 8 émissions, Avatar premier du nom dans 9 émissions, et Avatar 3 dans dans la cause de lui, quoi. Non, c'est pas à cause de moi, c'est parce que vous passez votre temps à me charrier. Ah, mais c'est c'est fou. vrai. C'est Oui, c'est nous qui avons. C'est Du coup, ça s'appelait DAF. Du Avatar et des potes. Et bah, moi, non, mais vraiment, s'il vous plaît, à partir de la prochaine Rentrée, saison, ouais. je ne veux plus qu'on dise le mot Avatar. Même si on Ouais, va il va évoquer bouffer le ça, il va dernier dire un autre truc à la place. Pour le pour... Tu sais, on a déjà banni le mot Dupieux, on peut bannir le mot Avatar. Ouais. Et donc en dessous de ce podium, on a 3 films à cette occurrence durant la saison pour les citer et pour éviter de citer que du Avatar, même si vous voulez deviner, si vous voulez même. Le making Ouais. of d'Avatar. Je sais pas, moi. Dans 7 émissions différentes pour 3 films qui sont juste en dessous du coup, à la L'Odyssée. 4ème marche. Non, Brutaliste. The Dark Knight. Non. Interstellar. On va Spider-Man. faire les Nolan comme ça. non. Il n'y a aucun Nolan là-dedans. Oh, je saurais pas te dire là. Alors du coup, Shining, Ah ouais. De Lynch, peut-être. Joker Ah. et Chien 51 qui sont à 7 émissions différentes. Tu vois, Wow. ça me fait chier. Hein, aussi. Un peu, ouais. Passons au réalisateur. Le top 3 est un top avec des égalités uniquement sur la 3ème marche. Donc, à la 3ème place, on retrouve 4 réalisateurs qui ont été cités dans 7 Christopher émissions Nolan. différentes. Non, Non. plus que ça. Claire Notre ami Denis. James. Non. Claire Denis, non Sam Non. Raimi. Non. David Lynch. James Cameron. Non. Non, mais- Non, on l'a déjà dit non. Rajamouli. Non. Je suis très content que tu le cites, mais non. Jackie Chan. Non plus. Oh, tu vas pas me dire qu'il y a Scorsese encore. Si. Scorsese à la 3ème place, du coup, qui chute après 2 ans à la première place. Il Je voyais, j'ai fait il des efforts. redescend à la quand même. 3ème. Spielberg. Spielberg, Ah oui, en effet, Spielberg, qui est aussi à dans cette émission différente. Lars von Trier. Non. Un réalisateur fétiche d'un invité. Gaspard Noé. D'un invité. Bah, d'un invité. D'un invité, Ah ouais. bah, Ridley bah, Scott. c'est- Ridley Scott, Ah, en Ridley effet. Scott, oh là Et là. le dernier,
un des réalisateurs fétiches d'un mec autour de cette table. Gus Van Sant. Non. Alain Guiraudy. Pour le coup, Non. je pense que Gus Van Sant c'est le number one parce que tu l'as tellement sorti cette saison, mec. Oui. Je tente un truc, vu qu'il y a eu Evil Dead il y a pas longtemps, même si c'est pas lui qui réalise. Sam Raimi Non. J'ai dit, il m'a dit. Lynch. Non. Non. Là, c'est sur le premier, là Non, on est Non, toujours sur les ceux qui sont à la 3e Ah, place. hein. voilà, ok. Mais il a pas précisé quel réal, enfin quelle personne autour de cette table. Oui, ça peut être. Donc, c'est le réel préféré d'un Je invité. pense, moi, je pense. Non, Non, d'un de d'entre nous, nous. D'un de d'entre nous. Richard Linklater. Non. Titano. Shyamalan. Et oui. Ah, bah oui. Donc voilà, Scorsese, Shyamalan, Il y a eu Spielberg un et Shyamalan Scott. cette année Hein Il y a eu un Shyamalan cette année Dieu Non. merci, non. Oh. L'enfoiré. Vas-y, ça s'envoie des balles, vas-y, c'est pas grave. T'inquiète, on va faire ça. À la 2e place du podium, on retrouve 2 réalisateurs cités dans 8 émissions différentes. Lesquelles? Bah, Gus Van Sant, comme il a dit. Non. Lynch. Non. Cameron. Oui, Cameron. Et l'un des deux. Nolan. Et Nolan est le 2e, bien joué. Et à la première place, on retrouve un réalisateur qui a été cité dans 13 émissions différentes, soit une émission sur 2. Eh Fred. T'as bien aimé Avatar My Own Private Idaho? Ouais, j'aime trop. T'as pas arrêté pas du tout de parler de ce film-là depuis que tu l'as Non, vu? mais parce que ça m'avait beaucoup marqué. Tu peux dire le nom du réal, s'il te plaît? Je sais Je plus. sais plus trop, je crois qu'il s'appelle Gus Van Sant. Putain, vous êtes tellement confiants alors que c'est pas du tout ça, les gars. Ah, voilà. zut. Ah, c'est J'ai un pas tant échec. parlé que ça. Du coup, c'est Lynch. Et bah oui, c'est David Lynch qui a Ah, fait une bravo, sacrée bah, je suis percée content. cette année. Je suis content qu'ils soient en C'est moi qui position. les push. Ah, mais je comprends maintenant, dans chaque émission, je vais essayer de. T'inquiète. Non mais le but c'est que pas que vous vous forciez non plus, sinon ça faussait un peu les stats, c'est un peu dommage. Et donc sachez que juste après ce podium se trouve un réalisateur qui a été cité dans 6 émissions différentes, notre cher ami Quentin Dupieux, qui comme tous les ans se retrouve à la 4e place, et cette année accompagné du bon Quentin Tarantino et de Paul Thomas Anderson. Passons maintenant aux acteurs. Alors sachez que pour les acteurs c'est très simple, c'est comme les films, un acteur à chaque place du podium. Sur la 3e marche du podium, quel acteur? Tom Holland. Non, Javier Bardem, Dans 6 émissions différentes si vous voulez, un peu pour le... Matt Pour les Damon, doser. non. Kylian Murphy. Acteur qui n'a joué dans rien cette année. Oh. Clint Eastwood. Non. Pattinson, il a. Mais sinon, là, il c'est a- vraiment vraiment pas mal. Pattinson, on l'a vu. Henri Cavill, je sais pas moi. Tom Cruise. Alors, mec baraque comme Henri Cavill, Ah, un mec baraque. De John Johnson. plus ancien. Stallone. Schwarzenegger. Schwarzenegger, ouais. Cité dans 6 émissions différentes. Vient ensuite sur la 2e marche du podium un acteur cité dans 7 émissions différentes. Ça me fume quand même que Schwarzy, genre top 3, tu vois. C'est Schwarzy, mec. Bah, du coup, Toi, Tom c'est Holland. Julien. Non. Ah, il mise tout sur Tom Holland. Hein. Bah ouais. Austin Butler. Je n'en jamais parlé. Non, tu peux donner des indices parce que mine de rien, ça. Alors c'est un acteur américain qui... est-ce qu'il a joué dans un truc cette année? Oui, il a joué dans un truc qu'on a traité cette saison. Jacob Elordi. Non, il a eu un Oscar. Ah, Phoenix. Joaquin Phoenix, en effet, bien joué dans cette émission différente. Et enfin, c'est son année. L'acteur Tom le Holland. plus cité dans 8 émissions différentes, et donc le plus fréquemment, c'est... Tom Holland. Non, Michael B. Jordan. non. Même pas que Tom Holland, en vrai. Timothée Timothée Chalamet. Chalamet. Voilà, Timothée bah oui. Chalamet. Ah oui, il y a eu Marty Supreme. Miles Poole. Et terminons enfin par les actrices. Et là, c'est plus compliqué parce que si on fait le podium, il y a 15 actrices à la Oh 3e là. place, citées dans 2 émissions différentes. Pour en citer pêle-mêle, on y retrouve Sophia Loren, Margot Robbie, Jessica Chastain, Isabelle Huppert, Rachel McAdams, Amanda Seyfried ou encore Jessie Buckley. Compliqué encore pour la 2e marche du podium, les actrices citées dans 3 émissions différentes sont 9. On peut y trouver Renate Reinsve, Nathalie Portman, Anna Maria Bartolomé, Emily Blunt, Zendaya, encore Adèle Exarchopoulos, entre autres. Je vais donc vous demander les 2 actrices les plus citées dans cette saison, à égalité, citées dans 4 émissions différentes. Emma Stone. Emma Stone est l'une d'entre elles, et l'autre Déjà, elle était number one l'année dernière. Zendaya. Non, elle Non. est dans Zendaya, elle est Ah, en ça- top 2. ouais. Florence Pugh. Non, cherchez pas actrice jeune. Et puis. Anna Thaoué. Pas jeune. Non. Pas jeune. Mais bonne piste, Anna Thaoué. Ah, Meryl Streep. Ouais, Meryl Streep, bien joué. Donc, du coup, qui est l'autre actrice citée dans 4 émissions différentes, qui sont les actrices les plus citées cette saison. C'était éreintant de trouver tous ces chiffres, mais voilà, vous avez les principaux chiffres nécessaires, à savoir notre consommation et notre consommation de films, et aussi comment on en parle. T'inquiète. Vous consommez pas d'acteur Félicitations. Ah merde, vous consommez pas d'acteur. Moi je pensais que. Félicitations. Bobby. Du coup, pour boucler avec la raison pour laquelle Fred m'a ramené dans l'émission, le jeu, ça va être que je vais vous donner un nom de super-héros, donc un perso de comics, et vous, avec toutes vos connaissances de cinéphiles, vous allez me donner le réalisateur pour vous, qui l'adapterait parfaitement, et vous me donnez les raisons. Ah, d'accord. Ah, J'aime ça bien, peut être j'aime cool, bien. ouais. Très bien. Est-ce On que, va commencer- est-ce que je propose que tu dis jeu chacun son tour, mais est-ce qu'on se Oui, concerterait oui, pas oui, parce que on ça va va mettre être un d'accord, gros ouais, ce serait morceau plus rapide. En vrai.
J'étais sûr que ça partirait sur du super-héros. Mais c'est pas cool. Non, mais c'est une bonne façon de boucler, tu vois, comme ça, Ouais. vu que moi j'ai pas les connaissances, vous me donnez des Mais speeches, c'est je vais voir avec des réals et tout. Bref, commencez simplement. Spider-Man. Bah, c'est compliqué parce qu'on a beaucoup de références du Moi, coup, j'ai fait une blague comme film. sur ma critique Letterboxd de I Want Your Sex. Je Oh. pense que c'est Greg Araki avait fait un film Spider-Man dans les années 90. Larry Clark. Non, mais genre Greg Araki. Larry Clark pour Spider-Man. Ah ouais, non, alors là, mec. Tu parles de Non, la mais- partie découverte de la sexualité. En vrai, ouais, non, mais genre, mais c'est ça en fait. Pour moi, c'est quand même un adolescent. En plus, c'est quand même l'adolescence. Il y a les questions du corps qui changent, la Bah, question de la Après, découverte. c'est pas que ça, tu vois. En vrai de vrai, genre Spider-Man, genre aller chercher Sam Raimi à l'époque, genre c'est pas évident C'est comme pas choix. le choix le plus évident. Vu que En c'est vrai, quand même- j'aurais en tête, Quaron, parce qu'il avait tapé Harry Potter 3. Ah, Donc, ah, sur cette ouais, c'est thématique-là, vrai, faire c'est un vrai. film de blockbuster, mais aussi avec un peu d'idées d'auteur. Mais je trouve qu'il serait un peu trop bridé par. Ça dépend sur Peut-être. quel axe tu le prends, mais côté corps qui change, tout ça, de Cronenberg, il vient en Oui, distant. mais ce serait- ils ont fait un court-métrage avec l'acteur qui joue Carl dans The Walking Dead, je sais pas, Chandler, bon bref, et c'est un court-métrage de genre 15 minutes où en fait il se transforme en une espèce d'araignée monstrueuse comme un body horror, et donc c'est hyper intéressant, il y a déjà cet angle-là en fait qui existe. Alors, en vrai, moi, ça rentre un peu dans mes obsessions du moment, mais je me dis, un réalisateur, bon, de la vieille période, hein, mais hongkongais, puisque Spider-Man, c'est quand même un acteur super mobile, tu vois, qui a des cascades et qui a des scènes de combat. Je rebondis sur ça. Dans le dernier, avec Mathieu, j'en parlais. Les ninjas de la main, ils ont été ramenés juste parce que le réal, il voulait genre faire des bagarres Ouais. un peu. Donc, tu vois, tu me fais venir, bon, bah, forcément, les classiques, Bruce Lee, tout ça, ou la Shawn Brothers, mais même un Wachowski. Les Wachowski, c'est pas trop leur délire. Mais là, en fait, j'ai eu un truc, mais le côté pas un peu goofy, mais un peu cartoonesque. Gore Verbinski, il pourrait très bien, il Ah aurait oui. très bien pu faire un truc pas mal là-dessus. Ouais, je suis d'accord. Ou alors tu vois la trilogie de Tom Holland là, de juste avant qui faisait des coms sur John Hughes, le réal des années 80, si vous voulez le côté un peu teenage, un peu drôle, ça aurait pu être marrant John Hughes. Il a fait quoi déjà, John Hughes C'est genre Breakfast Ouais, Club, c'est ça, c'est lui. tu vois, bon sans le côté spectaculaire, tu vois, mais Mais un j'ai- truc un peu adolescent. J'ai pensé à Ferris Bueller, justement. Oui, là-dessus. voilà, tu vois. Ouais. Mais le côté teen un peu, teen movie, ouais. Donc voilà, il y a des bonnes possibilités Voilà. hein, selon l'axe que tu prends. Du coup, attends. C'était quoi le film? Attends, il y avait un film Spider-Man juste avant qui avait été annulé. C'était, je crois que c'était Cameron avant Sam Raimi ou Spielberg, j'ai un doute. C'est C'était Cameron. Cameron, Cameron avec Vous avez vu le Leonardo. script ou pas? Oui, non, Justement. pas en détail, mais oui. Mais il y avait tout ce côté corps qui change et tout. C'était, Ouais. il y avait un peu de body horror. Mais voilà, c'est juste ça. Pour le deuxième perso, ça va être un perso qui a déjà été adapté en 2023 dans un des films préférés d'Owen, Flash. En plus, Andrés Muschietti. en plus, c'est Andrés Moi, Muschietti. j'avais quoi. déjà une réponse juste de ce que j'ai. Zemeckis, ça aurait été très très facile. Ah, j'avoue. Ouais, c'est bien. Parce qu'il était prévu à la base sur le film, Hein. sur la Pourquoi prod. Enfin, Hein C'est une bonne idée, Zemeckis. Bah, parce que t'as vu Retour à Futur, t'as Il vu la a DeLorean. beaucoup, non, mais il a Ah. beaucoup d'idées sur le temps aussi, même Forrest Gump, tu vois. après, tu Flash, l'as c'est dit pas que depuis. ça, mais c'est vrai que le grand public veut le voir. Et puis, genre Et aussi puis même sur ça, quoi. tout le côté qu'il a eu avec les de vouloir tester la mise en scène avec la 3D et tout, tu vois. Et est-ce enfin, que toi, tu penses que par exemple, un James Gunn qui s'est repris sur des projets comme Superman, ça pourrait passer sur un perso comme Flash ou pas? Ça peut passer, mais je suis pas. Moi, vous encore parlez du tellement- temps, Nolan avec Nolan Ouais, sur non, je crois Flash. que c'est là vraiment en il flash tout tuerait terne, tout genre tout qui remonte dans gris. le temps et Enfin, tout. c'est la même chose que Snyder. Quoi. Richard C'est la même chose. Linklater sur Flash. le film va mettre 15 ans à se tourner. Bah, en vrai, du coup, le temps, Sergio Leone, c'est tout le temps une question chez lui. Hein. Bah, esthétiquement, une esthétique western sur du Flash, pourquoi pas? Ouais. J'avoue, puisque en soi, les actions de Flash peuvent être très rapides et tu peux vraiment faire un duel de western, tu vois, où ils se regardent et voilà. Bah Comme un là, coup de feu. les Wachowski avec leur tout pareil leur travail oui. sur le temps aussi, là tu Ah peux oui, les oui. tu peux les réinvoquer. Wong Kar-wai pour des super ralentis sur Super Flash. ralenti sur Flash. Mais non, mais c'est vrai qu'un réalisateur. En plus, on avait parlé des flous et des ralentis dans un Joker précédent. Toute cette question de réalisateurs qui ont ce ralenti comme vraiment. qui maîtrisent ce langage cinématographique. Et c'est vrai que bah, The Flash, c'est un enjeu pur. C'est une question assez intéressante justement pour la réelle des super-héros qui vont vite. C'est comment tu veux représenter la super vitesse. Est-ce que tu fais un ralenti? Est-ce que tu lui montres genre, Ouais. en vitesse réelle se déplacer? Parce que c'est un souci aussi chez Superman. Ouais. Mais en Bah, l'occurrence, là, ça avait été. Il y a un effet tout con et qui est fait dans Brand New Day, c'est genre de voir le personnage passer et la caméra genre a un temps de retard sur le sur le personnage, donc du coup ça te donne cette sensation de vitesse de j'arrive Ça- pas à le choper. Ça, John Watts avait essayé à la fin de No Way Home. Ouais, mais il avait- En soi, c'est l'effet qu'il veut. Mais on dirait plus un mec qui est au sol, qui est en mode Ah, vous savez qui est Spider-Man, j'arrive pas à le filmer. Ah Et après, il lui tombe sur la Très gueule. bonne imitation. T'as vu Pour le troisième personnage, on va pas se mouiller trop. Pour le dernier, du coup, Superman. Parce que vous avez sûrement beaucoup d'idées pour. On va s'éloigner du côté trop coloré de James Gunn, le côté trop terne
Man Il of faut un truc Steel. entre les deux, il faut. Tim Non, mais- Burton. Ouais, bah pour boucler avec Après, lui, Batman, il pour voulait, boucler avec il voulait Batman, en de vrai, ça base aurait faire, marché. hein. il C'est- avait prévu, ouais. Mais Wes Anderson pour Superman. bah, moi, le côté un peu, genre, c'est un dieu, il a des pouvoirs, un truc mystique, Denis Villeneuve, mais parce qu'il y a Dune, tu vois. C'est marrant, mais Wolverine, je trouve qu'il a plutôt été bien traité par James Mangold. Et en vrai, bah, James Mangold sur Superman, je trouverais pas ça déconnant. J'ai pas la vision, mais je trouve pas ça déconnant. Moi j'ai dit, il a déjà mis en scène des dieux Alex Proyas. Il a fait Gods of Egypt. J'aurais bien vu, pour essayer, vu que du coup il singeait un petit peu Singer, Matthew Vaughn en vrai, ça aurait été pas trop mal, je pense. Et puis aussi, je pense à autre chose. Comment il s'appelle le réalisateur de Top Gun Maverick? Joseph Kosinski. Oui, Bah, tu vois, genre, mine de rien, des les scènes de avions, vol, des avions les- qui volent Mais- très vite. Puis en termes de Kosinski, couleurs je le aussi, verrais c'est- plus pour un Flash par exemple. Avec le côté, parce que Kosinski il est architecte de base, hein. Avec ce côté très Pour un Flash, je pense Pour que un Flash, ouais, Kosinski, ça ça pourrait rendre un projet. et en plus intéressant. il a des côtés très symétriques dans le Ouais. truc. Ouais. Voilà, c'était le dernier personnage, sauf si vous en voulez encore un, mais je pense que. Non, c'est. Moi, attends, j'aimerais bien qu'on fasse ce jeu-là, mais un film sur un méchant. Sur un méchant Ouais, parce que- là il y a quoi faire. Bah là du coup c'est vrai qu'il y a Clayface qui Bah, sort c'est bientôt. ça, c'est pour ça, c'est un méchant, on fait un film sur un méchant et on prend quel réal, tu vois? Ouais. Tu veux qu'on fasse tout un épisode hors série sur le Universe Non, ah, ouh. Non, mais prenons deux méchants comme ça, juste pour le plaisir. Allez. Deux méchants comme ça. C'est la fin de la saison, on est content, voilà, amusons-nous. Je pense qu'il y aurait un truc à faire avec Lex Luthor en mode Blue Wall Street, tu vois, mais je pense. Ah, Mais quel méchant a pas encore eu droit à son film live action? son film vraiment centré sur lui, enfin qui a pas du tout été adapté en live action, ou qui a pas eu son Qui film. a pas eu son film. Lex Luthor déjà. Ouais. Et tu vois, une Poison Ivy. Un film Poison Ivy, tu prends qui? Chloé Zhao. Ou même un Truc de la actrice, nature je et sais tout, pas, tu mais vois. enfin, enfin, Ouais, c'est vrai que le Zao. Après, je pense qu'ils vont tenter de faire. Si Ouais. Clayface marche bien, et là pour l'instant, vu le délire body horror et tout, ça a l'air de bien marcher. Bah, même je la pense que série- la galerie de Batman, celle qui se. Puis même la série Pingouin en soi. hein. Poison Je Ivy, l'ai pas encore tu vu. sais qui je prends je sais plus son nom, la réal de le film avec Kristen Stewart. Bah, c'est Kristen Stewart. Non, le film dont on a parlé l'année dernière avec Kristen Love Stewart. Lies Bleeding. La réal de Love Lies c'est Bleeding. Rose Glace. Rose Glace pour Poison Ivy, voilà. Ah ouais, de ouf. Celle qui a fait Hurlevent. Emerald Fennell. J'aime bien parce qu'on cite que des meufs en fait, tu vois, dès que c'est un film sur une meuf, des meufs. Bon, après, c'est logique. Bah, après, C'est logique, tu vois. Mais Mais c'était sinon, des réels. hein. pas un Réalisatrice, perso pardon. spécifiquement, mais une équipe de vilains. Pour Flash, il y a les Rogues, c'est genre une équipe vraiment de braqueurs qui ont un code d'honneur qui sont pas juste des vilains. Tu vois, il y aurait un truc à faire. Un peu comme. Michael Mann, tu m'as dit braqueur. Ouais, film de braquage. D'ailleurs, un des plus grands gâchis du MCU, c'est quand même d'avoir gâché Edgar Wright qui voulait faire Ant-Man et faire un film de braquage. Et au final, ils l'ont viré à la Et moitié. C'était- Edgar Wright sur du MCU, ça aurait pu être ça aurait très pu cool. être Edgar ouais, Wright sur ouais. The Bah, Flash. enfin, en vrai. la moitié de Ant-Man porte un peu sa patte quand même. Il y a un truc, mais c'est. Ouais. Et là, je veux un film sur un méchant Marvel. Thanos. Bon, Non, Thanos, en vrai, ça peut se faire. C'est juste de la Terrence SF. Malick. Non, en fait, je suis en train de chercher les autres méchants en dehors de Spider-Man, et c'est vrai que c'est difficile tout le temps d'aller chercher ailleurs. Un film sur Carnage. Bah, un méchant avec une dualité qui peut être réalisé par Brian De Palma. C'est un truc un peu. Le Caïd. Un film Ouais, sur le Le Ah, Caïd oui. par Brian De Palma. Ah, Mais je le, le prends, le ouais. Caïd, en vrai, il a déjà bien été. Même si c'est pas exactement sa série à lui, genre Daredevil. Daredevil était comme vraiment, 90% vraiment de au lui. centre. Un Ouais. film sur Dents de Sabre. Oh, Écoute, enfin, après ce Origins méchant, Wolverine, ouais, on va il- arrêter. Et puis en vrai, c'est un perso intéressant, mais tout seul, pas tout Ouais. seul. Oh non, non, non. Ah. Parce que même des gars comme Iron Man, Thor, ils ont pas des. Bon, Loki, c'est vrai que. Bon. Loki, tu vois, il y a déjà. Ça Ça, passerait, hein. Eh, un film sur Red Skull qui fait une montée dans l'Allemagne des années 30. Ça passerait, ouais. Un film d'ascension comme ça. Bon, c'est. Tu me le vends tellement pas. Un film d'ascension d'un nazi scientifique. Ouais, de ouf, genre, on a un peu la flemme du coup de suivre Ça, un c'est un film peu. comme ça. Bon, zut. Leni alors. Riefenstahl pour le réaliser. Je pense que là, le film est. Je crois que c'est une des blagues les plus incorrectes qui a été faite dans TCP. Oui, mais une des vannes les plus cinéphiles. Ah, pour le coup, il faut aller la chercher. On peut ramener Griffiths aussi. Mais un des problèmes du coup de faire des films solo sur des vilains, c'est que ils sont généralement définis par leur némésis. Ça fonctionne pas très bien. Bah, c'est pour tout ça seul. qu'un Mr. Freeze ça passera encore. Mr. Freeze passera encore et Clayface peut passer, mais par exemple, c'est pour ça que ce univers c'est un échec, c'est que Venom sur Spider-Man ça passe encore, il a réussi à se démarquer tout seul, mais Kraven, Après, si un jour t'adaptes un méchant en dehors des carcans, tu vois, de Hollywood, Bien des sûr. gros films, tu peux faire ce que tu veux. Il y a des films Non, mais horribles bien que sûr. les gens adorent. Tu vois, des réals, Lars von Trier. Le mec, The House That Jack Beat, il te met genre un serial killer et à la fin, Ouais. t'es pas attaché, mais t'es un peu en mode je te suis, je t'aime bien. Enfin, tu vois. Oh, toi, t'aimes bien Non, Jack c'est pas Ryan bien. Jack Beat. Non, pas vraiment, mais c'est la dualité qui est un peu bizarre, c'est qu'il a une espèce d'humanité en lui, donc je sais pas si tu l'éloignes. ouais.
Tu prends un super vilain et tu le mets, mais je vois pas un cinéma d'auteur un peu obscur qui fait un film sur un super vilain. Un petit Truffaut sur le bouffon vert. Allez. Tu vois, pareil, c'est le perso, il n'y a rien à dire sur lui. Bah oui. Avant sa rencontre Attends, sa rencontre avec Spider-Man, c'est juste un businessman qui a percé, quoi. Oui, il a besoin de Spider-Man pour exister. Il Bah, y a ça- pas un genre un vilain un peu tranquille, tu vois, genre qui fait et qui les actions qu'il fait c'est pas ouf et tout, tu vois, genre un vilain un peu bas de gamme. S'il y a un truc qui marcherait bien avec Spider-Man, c'est une équipe de vilains, ça s'appelle Super Foes of Spider-Man, c'est une série un peu comédie, où c'est que des vilains un peu nuls qui essayent de percer dans le crime, et c'est assez hilarant, mais tu ne seras jamais adapté, tu vois. Oui, c'est vrai, je connais. C'était rigolo, ça. Ouais, c'est avec des méchants qu'on voit un peu dans le film, vite fait, genre Boomerang et tout au début, mais Ouais, ils seront ouais. jamais... C'est vrai qu'il y a Boomerang dans Spider-Man. Pendant une demi-seconde. Parce que sinon tu mets des réals de merde sur ces films comme ça passe. Hein. Ouais, mais voilà. Un petit- c'est quand même Des trucs un peu nuls, tu vois. Un petit faiseur Yes Man, quoi. Tu mets David Ayer, il te refait un Suicide Squad. David d'ailleurs, pauvre. Ah, il a pas eu de chance, l'ami. Merci, Bobby. Merci beaucoup. Merci. De rien. Merci Tu Bobby. donnes ton Merci à vous. Joker à C'était une qui? bonne idée de Joker. Non, bah on va refaire comme le début de saison de l'année dernière, non? Oui, on va laisser les gens... Le Joker du peuple pour le début de la saison. Elle pop. être pop. Donc restez rencardés sur l'Instagram de Ah, DCP. mais non, Bobby, il a dit, le pop. Non, le peuple. Ah, mais Elle est non, pas obligée. mais non, on envoie un SMS au pape, là. Tu veux quoi comme Joker? Il Donc, va, du coup, il va répondre les pieds. Du coup, restez un peu rencardés sur l'Instagram de DCP parce que pas longtemps avant qu'on enregistre la première de la saison prochaine, on va vous demander quel Joker vous voulez qu'on traite. Et Ce ne voilà. sera pas Owen parce qu'il en a eu 4 cette saison. Moi, je propose un petit Joker sur Avatar, ça vous dit? Oui. Ah, c'est les vacances. C'est là-dessus, Enfin, pas pour moi parce que j'ai encore tout à monter, mais Ouais, bah, juste après, c'est les vacances. c'est les là-dessus que se vacances. termine la saison. voilà, on revient dans un mois et demi. On n'a pas décidé. On verra en fonction des sorties. Parce que c'est vrai qu'en plus, à chaque fois en septembre, il se passe pas grand chose, tu vois. On a juste en août 2 grosses sorties. Est-ce qu'on reprend pas mi-septembre comme On ça? verra. Bref, On verra bien. bonnes vacances les amis. Bonnes vacances, vacances. Bonnes bel vacances. été. Merci Bobby. Ciao, merci Bob.